Salut Régis. Alors j'attends Mika. Bonjour à tous. On est en attente de Mika. Il devrait pas tarder à Ah, se connecter. voilà, Voilà. ça marche. Comment ça va? Et toi? Ça va tranquille, ça va tranquille. Ça va mieux? Je Ouais, suis bah plus à ouais. la rue? Putain, j'ai jamais fait ça. Un double live en mode Bah confinement. pareil, j'innove. Et je me suis mis sur la 4G parce que là la Wi-Fi elle passe mal. Donc Moi, je suis sur la 4G aussi. Comme ça. bon, tu t'en sors de ton côté? Écoute, tranquillement, je bosse pas mal en fait. Enfin, c'est un bien grand mot, mais disons que je bosse sur les projets perso. T'as dû voir les vidéos, on en a parlé Eh hier. Patrick? Tous les trucs d'entraînement que tu peux faire à la maison, quoi. J'ai des courbatures de malade là, par exemple. Ah, je viens de terminer mon circuit là. Voilà. Moi, J'ai c'était les essayé de cours. faire un peu gonfler pour la vidéo, mais du coup ça se voit pas. Voilà. Et toi alors? Euh, Bah moi, comme tu ne l'ignores pas, je me suis retrouvé à la rue le 27 mars. Ouais, je me souviens. On en a Ah, donc discuté. là, ça va mieux. T'es avec Chantal, c'est ça? Ouais, Chantal, et je suis avec son petit frère. Connais mon amour des extraterrestres, toi, putain. Bah, t'as vu récemment, ils ont ouvert des X-Files. Ouais, je sais, mais je veux pas savoir en fait. Ça m'angoisse. Si j'ai bien une angoisse, c'est ça en fait. Bon, on va pas tarder à attaquer. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. On est là pour vous, les enfants. Donc, si vous avez des questions de quel ordre que ce soit, il n'y a pas de souci. On va essayer d'y répondre autant que faire se peut. Salut Yaya. Moi aussi, j'ai toujours cru aux aliens. Ah ouais, moi, j'ai aucun doute sur la résistance. Mais je me dis que s'ils passent sur Terre, on est l'équivalent de fourmis pour eux. Putain, Ouais, mais bon, tu vois, moi j'ai déjà écrasé des fourmis, donc tu vois, je me pose des questions quand même, tu vois. ah, chaque fois qu'une civilisation avancée a rencontré une autre civilisation, moins avancée, elle l'a blasté. Voilà. Même quand c'était des civilisations humaines, alors imagine. Tiens, bonsoir Charles. Je vois qu'il y a des personnes qui sont même en République dominicaine qui nous regardent. Donc, hop. Alors, l'autre fois, il y avait pas mal de questions. Tu sais que tu peux remonter dans les commentaires. Alors attends, parce que moi je vois pas trop les commentaires. Si, tu vois, à part des personnes qui approuvent le fait qu'il y ait des extraterrestres. Krav Maga Traveling, salut. Ouais, pour l'instant, c'est surtout des gens qui ont rejoint la vidéo, Ouais, qui confirment question aussi c'est comme nous. les Indiens en Amérique. Voilà, exactement. J'avais vu, bah, t'as vu notamment ce qui se passe dans quelques cités à droite à gauche. La façon dont sont blastées les forces de police à coups de mortier, ça me Ouais, sidère. j'ai vu. J'ai vu, puis bon, toute la polémique qui tourne autour des consignes qu'on leur a données. Ouais, incompréhensible. Jack, tu peux poser des questions self-défense? Ouais, bien sûr, c'est le but. On discute entre nous, mais si vous pouviez entendre nos discussions en privé, vous vous direz ils sont tarés. Donc pour l'instant, n'hésitez pas à poser des questions spécifiques ou pas d'ailleurs, comme vous voulez. L'autre fois, il y avait notamment des questions sur la façon dont on pouvait travailler sur le cognitif afin d'accéder à tout ce qui permet d'user de la technique sans avoir à réfléchir. Pratiquer les armes blanches en pleine chaque, si oui, lesquelles? Tiens, je te laisse répondre. Salut Euh, Eden. alors en penchak particulièrement, J'arrive. je dirais le silat au sens large, parce que le penchak c'est une des formes de silat. Euh, Ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément d'armes sur toute l'archipel. Évidemment, les plus connues, bon, bah, c'est celles qu'on connaît, c'est-à-dire le karambit, le kéris, qui est aussi une arme qui a des vertus magiques dans la culture tribale, et le golok.
Donc, c'est un sabre d'abbati, hein, c'est une machette. Et évidemment, les bâtons de différentes tailles. Après, si vous allez plus loin, il y a même des sai, exactement les mêmes qu'on peut retrouver sur le kobudo d'Okinawa, par exemple, qui sont des outils en fait de paysans. Et en fait, c'est ça la particularité, c'est que nos armes, c'est des armes qui sont à la base des armes de tous les jours, qui peuvent porter tous les jours. Karambit un peu à part, qui pour le coup a été créé vraiment pour faire ça. Après, si, Ronan a fait un super live il n'y a pas longtemps là, où il parle d'un bouquin d'ailleurs que un de mes amis et élèves m'a offert, qui est prof aussi, qui est un bouquin sur toutes les armes qu'il peut y avoir en Silat. Et franchement, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du live. Sinon, je peux vous montrer le bouquin. Attendez. Alors, j'ai vu ta question, Jack. On va y revenir juste après sur Jim Wagner. Et puisque Mika n'est pas là, je vais répondre à Mister Fireman. Ah, bah Voilà. tiens. Je ne sais pas si on voit bien. Ce C'est à bouquin-là. l'envers. C'est à l'envers. Merde. Ah oui, c'est à l'envers dans le truc, mais je peux pas le mettre à l'endroit dans l'autre sens. Putain, c'est bizarre que ça mette à l'envers comme ça. Ah, personne n'est parfait. Question de charisme. C'est ça. Voilà, il y a des petites illustrations comme ça et on voit vraiment toutes les armes qu'on peut retrouver dans le coin. Donc c'est un road trip de toutes les armes. The Weapon and Fighting Arts in Indonesia. Voilà, c'est Don Drager qui a fait ce bouquin-là, c'est exceptionnel. Donc s'il y a des gens intéressés, c'est un bouquin à avoir. Très difficile à trouver de nos jours. Parce que je remercie encore plus Régis pour me l'avoir offert. Il y a Jack qui te demandait si tu connaissais la méthode de Jim Wagner Oui, oui, et oui, ton je connais. positionnement. Alors, je connais pas personnellement le soldat Wagner. Comme toutes ces techniques-là, on va dire, je prends toujours ça avec réserve. Je critique rarement la technique, sauf si vraiment je la trouve absurde. J'ai rien vu d'absurde dans ce qu'il faisait, mais le modèle commercial de ce qui est proposé, moi, me pose problème. Après, il a essayé de faire quelque chose d'assez simple. C'est des franchises. Voilà, c'est intéressant, je pense, pour monsieur tout le monde. Mais il faut pas prendre ça comme une méthode exceptionnelle ou quoi que ce soit. Des comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Tu vois ce que c'est, toi, Brice? Oui, tout à fait. Ouais. C'est Voilà. des méthodes dites assez opérationnelles. Ça ressemble un peu à du Mastro ou des choses comme ça, quoi. C'est plus abouti ce que fait Fred là-dessus. Là, en fait, Wagner, c'est vraiment, tu sais, c'est des modules. C'est juste des modules, en fait. Voilà. C'est la méthode, c'est des modules que tu valides et que tu recycles. Alors, c'est intéressant dans le concept parce qu'effectivement, si on parle vraiment pure self, ça peut être intéressant. Mais voilà, ça reste quand même un produit très commercial et commercialisé. Du coup, bah forcément, il y a plein d'instructeurs certifiés méthode Wagner. Ah, du Et coup, voilà. ça fait baisser le niveau. C'est ce qu'on Exactement. on voit de plus en plus dans l'ensemble des disciplines martiales. En Alors, essayant de développer, le niveau baisse, en fait. ah oui, la photo du couverture du livre sur ton profil. Ouais, je le ferai passer. Putain, c'est bizarre que ça passe Attends, je vais essayer un truc. Ouais, bon, je ferai ça après. Qu'est-ce qu'on a comme question? Ronan Alors, Sol- tout à l'heure, je vais revenir juste sur le. On va les prendre dans l'ordre. Il y a Mr. Fireman qui demande si en syllabe tu préfères pratiquer main nue, carambit, stick, etc. Je te laisse répondre, après j'emboîterai là-dessus. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, moi, je travaille sur de l'entraînement combiné. Donc, pour moi, j'associe le SILAT à l'ensemble des compétences combatives. Donc, c'est pour ça que je pratique les combinés de combatives, on va dire. Euh, Ce qui implique que, en fait, j'aime tout. On peut pas être bon partout. On peut être bon, mais on peut pas être excellent partout, je précise. Après, encore une fois, chacun son travail. Maintenant, par exemple, j'aime beaucoup les armes blanches. J'aime le stick aussi. Mais par exemple, je pratique, de par mon travail, je suis forcé de pratiquer un peu plus l'arme de poing, par exemple. Donc, du coup, je vais faire plus de pistolets que je voudrais que de couteaux, par exemple. Donc forcément, bah, il y a des moments où on va plus progresser sur un domaine que sur l'autre. Il y a un moment donné, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de carambites. Voilà, ça garde des restes, mais objectivement et en toute humilité, c'est toujours pareil. Le couteau, les armes, de manière générale, pour moi, c'est comme une discipline à part entière.
Ça veut dire on peut pas être bon en JJB en faisant un peu de sol par-ci et un peu de pied-point de l'autre côté. Soit on se spécialise, et le couteau pour moi c'est la même chose. Quelqu'un qui veut vraiment être bon au couteau, et puis tu as vu, Brice, on en avait déjà parlé, le couteau enfin, considéré être excellent en couteau et en défense couteau et tout ça, et c'est une aberration, on peut pas l'être vraiment. Par contre, ça demande beaucoup d'heures de pratique. Du coup, ça devient une discipline à part entière. Voilà ce que je préfère, c'est tout. Mais je peux pas tout faire malheureusement. Moi, j'ajouterais que dans la pratique du, du Silat Spirit, il faut apprendre à user de tout ce qui t'entoure. Systématiquement, avant, quand je me baladais, il y a de ça 20 ans, chaque fois que je me baladais, j'avais toujours soit un pushka, un flingue, soit une lame sur moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris à m'en passer. Chaque fois que je me suis retrouvé dans un endroit, à droite ou à gauche, il y avait, juste en regardant mon environnement, plein de choses à utiliser. De fait, ça me permettait d'être beaucoup plus opérationnel sans forcément transporter quoi que ce soit d'illégal. Donc et là-dessus, le bouquin de Mickey est très bien fait parce qu'il vous donne des drills, notamment pour comment balancer un verre dans la gueule dans un bar ou des choses comme ça. S'entraîner à faire du lancer de verre et de cendrier. Ouais, ça avait fait l'objet de discussions. Enfin bref. Donc Salut Romain. ça fait partie du Silat Spirit en ce qui me concerne. Je suis peut-être un peu hors sujet, mais je voulais le rajouter. Merde. Qu'est-ce qu'on Alors, ensuite, dans tes cours, il y a Winston qui demande quelle approche psychologique enseignes-tu à tes élèves? Alors, bah ça c'est la grande discussion qu'on a eue l'autre jour. Tout dépend des élèves. Euh, de base, euh, moi je suis striker. Je viens aussi du sanda initialement, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la lutte. J'ai eu une formation solide aussi en lutte. J'ai pas mal travaillé en JJB aussi. Après, c'est pas mon domaine. Par contre, le pied-point, c'est quelque chose que j'ai pratiqué longtemps et notamment en Kyoku. Bon, Kyoku, c'est mon deuxième amour, faut être honnête, dans les arts martiaux. Tu m'as connu, Brice, quand je commençais en plus. Bah, en fait, mon approche à moi pour la partie combative, on va dire, et psychologique, c'est d'essayer de faire de temps en temps des entraînements où on fait que ça. Donc, j'organise à chaque fois on se fait 3 heures, on se tape dessus, on travaille le physique, la technique. Voilà. Après, je précise quand même, quand on enseigne le silat, moi, je le pratique vraiment comme un art martial. Et ce que j'en retire d'un point de vue opérationnel, j'aime pas trop ce mot-là, mais me sert pour les formations que je fais pour des professionnels, donc c'est le travail. Moi, je suis maître d'armes, donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec différents types de personnes. Maintenant, pour mes élèves, moi, je les invite justement à se confronter. Dans mon club, qui n'est pas le mien, mais le club où j'enseigne, le Maccabi, l'avantage, c'est que les élèves peuvent participer à tous les cours du club. Donc, j'ai quand même une bonne partie d'élèves qui, très motivés, vont à la boxe. Certains vont au JJB. Souvent, notre cours avec Gilles Larsen s'enchaîne. Donc, ils viennent du JJB et ils enchaînent directement sur mon cours. Donc, pour moi, c'est de travailler à un moment donné le sparring, que ce soit en corps à corps ou que ce soit en pied-point. Attention, cela dit, l'aspect psychologique, le sparring, c'est une chose, et tu l'avais très bien dit dans ton live, mais c'est quand même plein de règles. Donc, ça permet pour des gens qui ont un peu d'appréhension de prendre confiance en eux, ce qui est déjà une bonne chose. Dans ce que j'enseigne après en cours, effectivement, on a fait 2 fois, 3 fois, 3 fois même cette année, avec un de mes élèves qui est un très bon ami et qui est prof aussi, qui vient d'une unité opérationnelle, on a monté des stages de scénario training. Donc là, par contre, c'était l'aspect psychologique. Alors là, les élèves l'ont découvert à leurs dépens. Je ne me comportais pas du tout de la même manière avec eux, c'est-à-dire que moi ou Julien, ils s'en souviennent encore, certains étaient un peu scotchés et surtout découvraient à quel point ils n'avaient rien pu faire face à une agressivité énorme. Alors la technique, c'est que moi j'étais en Blackman, donc je craignais rien au niveau des coups et bah, je jouais le jeu de l'agresseur, mais l'agresseur, enfin, voilà, j'y allais vraiment dans le sens où De les souvenirs, élèves, excuse-moi de te couper, il y en a qui ouais, étaient tellement sidérés qu'au niveau de la technique, alors qu'ils étaient assez bons en salle, c'est ils n'ont pas ça. pu en sortir grand-chose. C'est ça. Donc là, et à l'inverse, certains profils se sont plutôt révélés. D'ailleurs, certains en ont enchaîné 2, pas d'affilée, mais c'est-à-dire on a refait un stage plus tard et ils ont beaucoup mieux géré leur stress.
Voilà. Donc ça, c'est la partie, ça permet de se mettre en situation. Mais je précise encore une fois, on est très loin du réel parce que l'aspect psychologique, on est encore dans un environnement qui est régulé. Si je vois que l'élève en peut plus et qu'il dit stop, on arrête, et il le sait. Je ne vais pas le piétiner dans ces conditions-là. Voilà. Et à l'inverse, je dis, j'ai vu des élèves qui, eux, avaient très bien dégoupillé au bon moment, voire même avaient du mal à s'arrêter et qui m'ont littéralement piétiné la gueule. Alors, j'étais protégé, mais on était à nous deux, on a fait 16 passages par personne. Donc 16 agressions caractérisées pour l'instructeur. Bah, mine de rien, je prends des coups hein, et j'étais aussi sec que à la fin de la journée. Voilà, ça c'est pour l'aspect psychologique. Et après, les cours collectifs, l'ensemble, la technique, on la bosse, on la drill, on essaye j'essaye de les inciter à eux-mêmes se mettre en situation. Mais attention, ça reste des cours tout publics. Et pas, je n'élève pas une milice de guerriers ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi propre aux personnalités. Sur Brice, le toi, travail sur le travail d'intention et notamment de déverrouillage, tu sais, pour l'accès à la violence, ouais. tu uses d'astuces ou particulières dans tes cours? Parce que moi, j'avais expliqué que, notamment, je demandais aux gens de mettre des vrais baffes plutôt que des trucs qui s'arrêtent, tu vois. Et ça avait deux objectifs. Primo, celui qui met la vraie baffe à un pote, le jour où il arrive à vraiment la mettre, ça veut dire qu'il pourra la mettre avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Secondo, ça oblige celui qui reçoit la baffe à avoir une vraie garde, parce que si on travaille systématiquement en complaisance, ça marche plus après dans la rue. Mais Ouais. de ton côté, je sais que tu as plein d'autres astuces. Alors, moi déjà, il y a un truc, c'est que dès que les élèves sont trop conciliants, je leur dis. Je leur dis parce qu'on le constate. Tu sais, les histoires de distance dont je parle d'ailleurs même dans Riposté, c'est-à-dire qu'ils se mettent un coup de poing, le mec ne met pas d'intention, il ne fait pas d'incursion dans son espace pour le toucher. Donc déjà, ils ont en général, quand on travaille les percussions, la première chose que je leur demande, c'est d'y aller main ouverte. Ils visent le front de la personne pour être sur la ligne centrale. Par contre, ils y vont plein pot. Donc au pire, bah, le front, ça va le choquer un peu, mais ce sera pas, il va pas être KO. Et l'idée, c'est justement de pousser les élèves à ne pas être trop conciliants entre eux. Après, avec des débutants, il y a tellement de choses à gérer que l'aspect technique passe en priorité. Donc, j'ai l'avantage d'avoir plusieurs assistants qui m'aident. Et ça, c'est un énorme avantage, ce qui me permet de dispatcher le cours. Et par exemple, dans certains cas, bah, dans le cours spécifique, je vais me concentrer sur la percussion pour les avancer. Donc, du coup, je vais me mettre avec eux exclusivement. Et là, on va travailler avec beaucoup plus d'intention. Je vais les brusquer un peu, je vais les pousser dans leur retranchement. L'idée étant que quand ils cherchent à se toucher, ils se touchent vraiment. Maintenant, il faut être logique, on n'a pas de gants. Donc, quand on n'a pas de gants, on est obligé de faire attention. Pas que pour celui qui prend le coup, mais aussi pour celui qui met le coup. Voilà, j'utilise aussi. Alors, j'aime bien les pousser dans leur retranchement physique. C'est-à-dire que la mesure étant la fréquence cardiaque en partie, hein, pour tout ce qui est stress, on peut vite faire basculer quelqu'un dans des conditions de motricité liées au stress. Je précise bien, psychologiquement, ce ne sera pas pareil. Par contre, je vais affecter sa motricité puisqu'il aura du mal à effectuer des mouvements complexes parce que physiquement, il va être à bout. Donc, je vais le faire monter dans le palpitant et tout. Ça, c'est un élément, mais je précise encore une fois parce que beaucoup de gens disent ouais, je te fais des sprints, des machins et tu seras comme en condition de stress. Non, il ne sera pas comme en condition de stress. Il aura le palpitant comme s'il était en stress, sa motricité en sera affectée comme s'il était en stress, mais on sait tous les deux que c'est vraiment le psychologique. Et ça, le psychologique, c'est difficile à mettre en situation réelle dans un cours. C'est le plus long en fait à acquérir. Voilà, c'est le plus long exactement. Et puis, c'est plein de petites étapes. On en passe au fur et à mesure de sa vie en rencontrant des situations parfois désagréables. Et puis, bah, il y a des étapes qu'on passera jamais. Moi, je sais qu'il y a certaines étapes que je ne passerai pas parce que, un, je m'expose le moins possible à ce type de situation. Deux, c'est pas mon métier. On en parlait l'autre jour par rapport à toi. Tu as passé des caps que d'autres personnes ne passeront jamais aussi. Et ça, c'est vraiment propre au métier de chacun, à sa vie, à plein de choses. Le Et hasard est. justement, à ce sujet, on était en dissension sur, les formations militaires. Moi, j'objectais que, en fait, un soldat ne devenait un guerrier que sur le champ de bataille. Mais tu es plus dans le domaine que je ne le suis. Donc, tu m'avais parlé de méthodes qui étaient utilisées pour vraiment déverrouiller les gars et en faire des machines de guerre. Alors, déjà, si il faut définir ce qu'on appelle un guerrier. Un guerrier, effectivement, c'est quelqu'un qu'on va considérer comme s'étant exposé
suffisamment de fois dans sa vie, dans des situations assez périlleuses, et ne pas être trop affecté. Quand je dis trop affecté, ça veut dire que ça reste quelqu'un de relativement équilibré, qui n'a pas basculé du mauvais côté. Voilà, c'est ce que j'appellerais un guerrier. Un soldat, c'est quelqu'un qui effectue une tâche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut conditionner quelqu'un à faire quelque chose, mais ça n'empêche pas les inconvénients qu'il peut y avoir à ça. Je vais vous donner un exemple très concret. Si dans un... Mon téléphone qui a vibré. Ça vient de bugger. Ça vient de bugger. Donc, Ouais. c'est bon là, non, ça reprend là, c'est bon. J'ai un appel qui arrive, je le raccroche à chaque fois. C'est bon là? Ok. Là, c'est bon. Donc, si par exemple, j'accroche un stimulus à quelqu'un, systématiquement, il prend une tarte. Je ne peux pas te stresser, mais on a vu qui appelait. Hein. Ouais, c'est pas grave. Donc, à chaque fois que il prend une tarte, eh ben, on l'a conditionné à riposter. Le jour où il prend une tarte dans la rue, parce qu'on a travaillé comme ça. Donc, quand je dis travailler comme ça veut dire que systématiquement, on y associe quelque chose de positif et une punition à l'inverse s'il ne réagit pas. Donc, c'est de l'éducation. Hein. À la dure, mais c'est de l'éducation. Quoi. Bah, la personne, le jour où il prend une tarte, il met un coup de poing à l'autre sans réfléchir. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Il va réagir. Par contre, ce qui va se passer derrière, c'est que si ce n'est pas quelque chose qu'il aimait à la base, ça ne l'empêchera pas d'être mal après. Donc ça, c'est vraiment la différence. Un soldat, c'est pareil, on le prépare, on lui fait faire plein d'actes et de mise en situation. Donc on appelle ça des manœuvres, hein, où il va travailler indépendamment plein de parties de son travail, le tir, la topographie. Il va faire des courses d'orientation, il va faire des marches pour s'habituer à crapahuter. Et en fonction des spécialités, s'il est parachutiste, il va faire de la chute, s'il est plongeur, enfin, il va vraiment faire tout l'éventail de son métier. Puis après, ce qu'on fait, c'est que on fait des manœuvres grandeur réelle d'entraînement dans lesquelles il met en œuvre tout ça, histoire de faire un peu d'immersion et de mettre toute cette pratique-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est plus directement sa pratique qui est mise en situation, mais il y a aussi des éléments extérieurs. Et il se rend compte que telle ou telle chose ne marche peut-être pas finalement en situation et tout ça. C'est des mises en situation. Ça va lui permettre de remplir le plus gros cahier des charges de son métier. Demain, il part en manip dans un pays étranger, il fait son travail et il va le faire la plupart du temps relativement bien. Cela étant dit, on s'était rendu compte, par exemple, pour des pilotes de chasse dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, que sortant de l'école de l'air, ils étaient tous très compétents. C'était des techniciens très bien entraînés, ils avaient bossé, ils savaient tout ça. Et ce qui, par contre, leur faisait finir la guerre, c'était d'avoir été. Alors, c'est un chiffre, je ne sais plus exactement le truc. Par contre, je peux vous dire que c'était s'ils avaient passé 5 engagements vitaux, c'est-à-dire 5 chasses réelles, et tous ces gens-là quasiment finissaient la guerre. On l'explique comment? On l'explique par une espèce ça les avait transformés, entre parenthèses, en as, en vrais guerriers de l'air, hein, pour le coup, parce qu'ils s'étaient retrouvés dans une situation où ils avaient cimenté vraiment toutes ces techniques-là qu'ils avaient apprises et elles s'étaient mises en situation d'elles-mêmes et ça faisait partie d'eux maintenant. Malheureusement, dans le lot, il y avait sûrement des gens qui avaient un énorme potentiel, mais premier jour, première chasse, ils tombent sur un truc pas possible et ils meurent. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu au gré des événements. Mais on peut vraiment, sur des militaires, arriver à amener un très très haut niveau de compétence et un niveau de réactivité assez important à quelqu'un, à condition qu'on s'en donne les moyens. Pour s'en donner les moyens, on en parlait, hein, il y a certains stades, si on veut vraiment avancer plus loin, où il faut être très borderline sur les scénarios d'entraînement. Parce que si le mec a l'habitude, ça ne fait plus le même effet du tout, parce qu'il y a une accoutumance au scénario, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'emmerder. Donc, on en parlait au toit. Ouais, c'est ça. Il va s'emmerder, voire même se mettre en danger sur un exercice, parce qu'il prend plus ça au sérieux du tout, ça le saoule, tu vois. Et donc voilà, il y a des échelons, mais on prend un grand débutant, on peut l'amener vraiment à un certain niveau. C'est très long, par contre, c'est ce que tu disais. Ça se fait pas en 2 jours, quoi. Et il n'y a aucune méthode qui fait ça, aucune. C'est là-dessus que j'ai une petite dent contre certains enseignants du Krav Maga qui vendent du rêve, Krav Maga ou autre, hein, ou Ouais. Silat, en faisant croire qu'en 6 mois, 1 an, tu vas devenir performant, tu vois. Ah oui, non, non, c'est
En fait, ce qui est énervant, c'est que déjà l'accumulation technique, même minimum, elle prend un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même la raffiner un minimum. Et ça prend déjà du temps. Euh, ouais, je prends un exemple que je connais bien, même pour le tir. Il n'y a pas tant de gestes que ça, finalement. Euh, la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Johan, euh, justement, c'est ce qu'il disait, c'est pas un cockpit d'avion, une arme. Mais pourtant, même avec tous ces petits éléments et ces petites manipulations, c'est des années et des années de travail pour le mettre en situation. Parce qu'il faut mécaniser, parce qu'il faut. Il y a plein de choses à faire qui sont au départ assez simples à apprendre. Donc le savoir-faire, il est simple, évidemment. Le pouvoir-faire, c'est ce que je disais dans Riposter, c'est vraiment déjà la capacité à le mettre en œuvre en situation. Le vouloir faire, c'est quand on arrive vraiment à la situation réelle. Et là, bah, il y a plein d'éléments qui viennent s'ajouter. Mais déjà, ces deux éléments-là, c'est des années de travail. Regardez un boxeur. Un boxeur, si on regarde bien, il a en anglaise, il va avoir 6 coups. Et puis des variantes. Et il va falloir faire des combinaisons autour de ces 6 coups-là. Et les mecs, ils passent leur vie à le raffiner. Donc, imaginez pour des arts martiaux un peu plus étendus d'un point de vue panel technique, comme même le Krav, comme le Penchak, comme plein d'autres styles. C'est très très long. Ouais. En parlant de style, là, pour répondre vite fait, Terry demande s'il y a beaucoup de styles de Penchak. Je vais faire une première réponse et puis tu compléteras. Alors Terry, de mon point de vue et de ce que j'en sais, chaque fois que quelqu'un a pratiqué du silat et qu'il est venu le personnaliser en rajoutant un peu sa patte, il lui a fait changer de nom. C'est un peu comme ce qu'on voit actuellement. Euh, bah, tu vois, à la base, notre école est issue de l'école de Maître Turpin. Donc c'était du CCAT Terraté. Charles Jousseau l'a européanisé, a rajouté de la petite patte. C'est devenu le système FISFO. Frank Ropers est venu là-dessus. C'est devenu la méthode Frank Ropers. Hugo Tronche a pompé le programme Frank Ropers. C'est devenu méthode Hugo Tronche. Et Fred Mastro a extrait des techniques de Silat qu'il a appelé MDS. Mais ça reste du Silat à la base. Il a rajouté du Jiu-Jitsu, des choses comme ça. Donc chaque fois que quelqu'un est venu rajouter des pattes ou autre, il lui a donné un nom de style différent. Donc c'est pour ça qu'il y en a des centaines de mon point de vue. Mais bon, à la base, les fondations sont les mêmes. Ce sur quoi je te laisse répondre. Alors, moi, en fait, ma vision, c'est que j'ai souvent associé le silat en un pur produit adaptatif. Euh, et donc, du coup, déjà de base, il y a énormément de styles juste sur l'archipel dans le sud-est asiatique. Je ne sais plus exactement, mais on les évalue à plus de 800. Enfin, c'est énorme pour la simple et bonne raison que des Papous à des Balinois, par exemple, ils vont avoir des conditions sociologiques, socio-ethnologiques, géographiques qui vont déjà de toute façon modeler le style. On n'est pas sur il s'était pas fait couper la tête par un papou dans la dernière bagarre. Donc du coup, enfin voilà, c'était très évolutif et on le voit d'ailleurs dans certaines régions où il y a de la végétation, le style est très bas. Dans des régions où les gens sont un peu plus forts physiquement en haut de corps, et ben ils vont avoir un style qui va être très proche. Parce que souvent les gens disent ouais, tiens, on dirait du Wing Chun, on dirait du machin. C'est juste qu'on a deux bras, deux jambes, mais on arrive plus ou moins aux mêmes conclusions à un moment donné, quoi. Et on retrouve des styles qui sont des styles très hauts, parfois des styles très bas. Donc déjà, si simplement ce contexte-là joue, euh, il est tout à fait normal que en Europe, quand ça s'est exporté par Maître Turpin puis par Charles Jousseau, en tout cas pour la France, je parle, et ben que ça soit modifié avec les différents types de personnes et leur style. Et Monsieur Jousseau, c'est exactement ce qu'il a fait au départ. Il l'a adapté comme lui le voyait. Et puis du coup, bah, il a formé d'autres personnes qui l'ont adapté comme eux le voyaient, ce qui n'est pas un mal en soi, à condition pour moi qu'on n'oublie pas les fondations vraiment de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose initialement qui est important là-dessus. Sinon, c'est du bouche à oreille c'est de la tradition orale pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis à la fin, il reste plus grand-chose. Ce qui a donné un autre effet, c'est des gens qui, du coup, ont voulu revenir à un style originel, pardon, et en fait, ils se sont rendus compte que bah, eux, ils avaient très bien compris au bled là,
et que finalement, le problème, c'est que eux exportaient un produit folklorique. Alors, il y a une partie folklore, attention, il faut en tenir compte, ça fait partie aussi de l'aspect culturel, puisque c'est au patrimoine international. Mais pas que, si tu veux. Et du coup, des mecs revenaient avec des ceintures, des machins, des batiks, avec des niveaux exceptionnels. Et du coup, vendaient le truc en disant tous les Européens, là, ils font pas du vrai silat comme moi, je l'ai appris dans la jungle indonésienne, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a autant de styles que de bonnes raisons de le pratiquer. Libre à chacun d'y mettre sa patte. Attention, cela dit, je précise, développer son style, ça implique une grande humilité parce que mine de rien, c'est un art guerrier, donc il faut l'assumer derrière. Voilà. Alors, il y a Purple Ronin Soldier qui te demande si tu vas continuer à faire des vidéos d'armes à feu et d'arts martiaux avec Lara. On va peut-être refaire ça. En fait, là, l'après-confinement, je ne veux pas trop dire ce qui va se passer, ce que je vais faire. Ça dépend des installations de tir, ça dépend de plein de choses. Moi-même, je suis en manque des pas de tir et de la poudre. Voilà, on verra. J'espère faire d'autres vidéos là-dessus, sur ce sujet-là, justement. Et donc, en espérant, ouais. Neil te demande si après Riposter 1 et 2, tu as prévu d'autres ouvrages, notamment Ouais. dans Penchak. Alors, ce sera pas en penchak, ce sera justement sur ce dernier aspect. Donc, c'est plus un secret hein, maintenant, qui est le quatrième, puisque je travaille sur 5 cercles. Alors, je précise, les 5 cercles, c'est pas moi qui les ai inventés, mais c'est mes maîtres d'armes qui me l'ont enseigné comme ça. Et donc, on a le premier cercle qui correspond à soi-même. Enfin, j'avais déjà publié, vous regarderez sur mon profil. Deuxième cercle, self-défense main nue. Troisième cercle, tout ce qui va être bâton, spray, couteau, enfin toutes ces choses-là à courte portée. Quatrième cercle, arme de poing. Cinquième cercle, arme d'épaule et autres types d'armes. Voilà, moi je voudrais développer parce que ça n'a pas trop été fait l'aspect arme de poing dans un premier temps, comme n'importe quel sabre en fait, puisque pour moi ça a remplacé l'épée. Donc je voudrais vraiment faire un bouquin où j'y associe le teppojutsu, c'est-à-dire vraiment les arts de la poudre dans le Japon féodal, comme on l'imagine, avec le monde d'aujourd'hui et l'aspect, enfin, ça mérite autant sa place qu'un nunchaku sur le banc des arts martiaux. Voilà. C'est clair. Didi te demande si tu as deux, trois exos à choisir pour développer ta puissance de frappe. Si t'en as en particulier, lesquels tu choisirais? En tradi ou général? Alors, moi, je considère que la partie force de frappe, elle se divise sur deux choses. Déjà, l'état musculaire de la personne. Faut bencher un peu, faire quelqu'un qui pousse pas un peu de fonte. Je parle pas de faire de la musculation pour être volumineux ou quoi que ce soit, mais il faut un bon rapport poids-force, quoi. Donc après, c'est à soi de s'évaluer. L'idée, c'est de pousser au coucher, même si c'est, attention, pas très polyarticulaire dans un premier temps. Il faut déjà une bonne base force, puissance. Donc ça se travaille en prépa physique générale pour le coup. Comme n'importe quel boxeur d'ailleurs le fait dans ses saisons d'entraînement. Et puis après, le sac, c'est un très bon exercice. Moi, je travaille au makiwara beaucoup. Donc ça, c'est un vieux truc que j'ai gardé. J'en ai un au pied du lit, j'ai de la chance. Moi, Euh, j'adore. Oui, voilà. Mikey Wara. Non, mais le makiwara, c'est. Et en plus, c'est extrêmement efficace par rapport au sac. Je vais te dire pourquoi. Parce que le sac, on est obligé de mettre des gants. Alors, on peut travailler point nu dans un sac. Ça fait pas tout à fait le même effet. Le makiwara, il y a un retour. J'avais étudié ça et c'était très intéressant. Le retour, à condition qu'il soit pas trop bas comme en karaté traditionnel. Moi, il est un petit peu plus haut. Qui correspond vraiment à ce qu'on peut ressentir à l'impact. Donc il y a un vrai travail, il faut s'entraîner, travailler avec de manière spécifique. Hein. On se contente pas de boxer sur un makiwara. Ça oblige à aligner correctement les segments. Ouais. Et si on le fait pas, c'est mort. Hein. Il y a un doigt qui part ou le poignet. Donc au départ, on tape pas comme un sourd. Dès qu'on commence à avoir un peu mal, on s'arrête. L'objectif, c'est pas faire des heures. Alors même si ça se fait dans certains styles, l'idée, c'est vraiment de travailler l'alignement. Il faut avoir les phalanges bien alignées. Et voilà. C'est pas de détruire les mains. Et les miennes sont bien abîmées pour le coup. Mais voilà, je trouve que le makiwara, c'est un formidable exercice pour travailler le kimé et la J'avais frappe. pu en disposer, j'en aurais mis partout, moi, Brie. Mais bon, Ah ouais, parce que ne serait-ce que pour aligner tous les os de manière correcte. ah ouais, c'est euh, essentiel. C'est essentiel. Et dès que tu foires, tu le sais tout de suite. c'est clair. Et travailler à point nu,
Donc ça, c'est encore un des bénéfices du Kyoku, même si en compétition, on ne tape pas la tête, travailler à point nu, et croyez-moi, les Kyoku, enfin, j'en connais un paquet qui n'auront pas de problème à transférer ça à l'extérieur. Euh, parce que déjà, les mains, elles sont solides. Les gars, ils sont solides là-dedans aussi. Et ça, c'est très important. C'est très dur comme pratique. Et voilà, le Makiwara fait partie du style un peu japonais. Donc moi, j'aime beaucoup. Ouais, ils sont solides de partout parce que je me souviens d'une vidéo où le fameux low kick de Franck, Ouais. le low kick Ah bah oui, dévastateur, avait rebondi sur la bah oui, cuisse. c'était sur, ouais, non mais donc c'était sur le vice-champion du monde de Kyoku, qui est un très bon pote que je salue d'ailleurs, Gemma. Et bah, Gemma, c'est pareil, le low kick, c'est un peu son métier, j'allais dire. Donc ses jambes, c'est des parpaings, tu peux rien péter dessus. Et lui, il met des low kicks. Voilà. Enfin, j'ai pas vu un Kyoku. Et souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que même physiquement, parce que Gemma, il est imposant quand même. Mais j'ai vu des Kyoku qui n'étaient pas imposants physiquement. Mais quand on prend un low kick, c'est un grand moment de solitude. Ils ont un kimé, une patate. Et je te dis, ils n'hésitent pas à avancer eux pour frapper, quoi. Voilà. Donc le Makiwara et la prépa physique générale, faut pas hésiter. Moi, je travaille beaucoup. J'aime bien les exercices d'haltéro pour ça, pour le transfert aussi. Je travaille pas mal au kettle, mais je fais mes bases. Mes bases, c'est squat, soulevé de terre, développé couché et traction. Voilà, c'est vraiment pour moi la base du lift. Il faut lifter un minimum. Je peux pas me permettre de faire des charges extrêmement lourdes puisque j'ai une fracture à la colonne. Donc, je fais le max de ce que je puisse faire là et c'est déjà pas mal en fait quand on regarde bien. Ouais, et notamment, j'aurais voulu que tu parles un peu des bénéfices du TRX pour tout Ah, ce le qui TRX. ouais. Le TRX. Alors, le TRX, En ce qui me concerne en matière de gain de puissance, c'est un outil formidable. alors, le TRX, c'est un truc qui est vraiment génial. Déjà, pour l'historique un petit peu, c'est quelque chose qui est beau, enfin, qui a été exporté en Europe. À la base, c'était quelque chose qui était utilisé surtout pour les millis, parce que ça permet, avec un faible encombrement, de former, en tout cas de s'entraîner un peu partout. Euh, Le TRX, c'est deux sangles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas d'entraînement. Il y a eu plein de versions. Pourquoi TRX? Parce qu'il faut être honnête, les TRX de la marque TRX sont quand même très résistants. TRX Force particulièrement, c'est des trucs que tu peux emmener dans le désert, en mer ou tout ce que tu veux. Les trucs qui tiennent quand même bien la route. Je dis pas que ça pète jamais, mais je dis que c'est quand même bien la route. Derrière ça, en fait, bah, il y a une méthodologie, notamment un programme qu'ils ont créé sur 12 semaines. Moi, je l'avais fait remis d'une blessure, la fameuse blessure au dos. Je sortais d'une rééducation périnéale. Je sais que c'est rigolo, mais j'avais besoin de bosser mon caisson, donc transverse périnée et diaphragme, pour supporter justement des charges et tenir ma jonction lombo-sacrée. Et je me suis remis en fait avec ça. J'ai fait des 12 semaines. C'est Teddy Palassi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pote. Allez voir sa page. C'est le représentant, un des représentants TRX Force. Il bosse pour CrossOps aussi et pour CrossOps, pour CrossCall, pardon. Et il a créé un groupe qui s'appelle FS Coaching, qui est vachement bien, où c'est plein d'anciens du milieu spécialisé, que ce soit l'armée ou la police, les services spécialisés, qui proposent des entraînements pour les gens. Parallèlement à ça, Teddy me présente ça et du coup, je passe même l'instructeur TRX là. C'était génial. Et je me tape les 12 semaines pour me préparer et connaître les mouvements. Je suis sorti de là, j'étais une machine. Pourquoi c'est génial? Parce que tu es tout le temps en train de te péter la gueule. Parce que tu peux travailler que d'un côté au lieu de travailler les deux. Donc il y a en même temps associé de la proprioception. En fait, c'est un truc, tu es en gainage presque permanent. Et le gainage, on le sait, c'est extrêmement important. Pas que le gainage, tu sais, avec les coudes comme ça, quoi. Le gainage vraiment de l'ensemble. Tu sens un ensemble qui s'associe et ça permet un putain de transfert bas de corps, haut de corps. J'ai un ami qui est préparateur physique à l'INSEP notamment qui me disait qu'il l'utilisait pour évaluer des sportifs avec ça. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'un mec qui dit ouais, mais moi je fais du rowing avec le TRX, je sens rien. Bah, c'est qu'il ne sait pas travailler et qu'il ne connaît pas son corps. C'est Il y clair. a une manière de bosser, il faut bien se fixer, il faut se positionner, il faut travailler, il faut être patient au début. C'est pas juste faire les mouvements qui sont montrés. C'est génial le TRX. Un super outil. Il y a plusieurs personnes qui te demandent de remettre le nom du livre que tu as sorti tout à l'heure sur les weapons. Est-ce que tu peux le publier sur ta page, notamment? Parce que là, on le voit toujours à l'envers. Mais putain, mais c'est bizarre. Attends. The Weapon End, mais Il faudrait une glace pour faire, tu sais, c'est quand même bizarre que ce soit à l'envers.
The Way. Ouais, attends, j'ai pas de glace, c'est Oh, mais dommage. tout à l'heure, si tu veux, si tu peux le publier Ouais, sur ta. je l'enverrai, je le mettrai en photo. The Weapon and Fighting Arts of. Attends, attends, je vais essayer un truc. Je sais pas si on peut voir de l'autre côté. Ah, Ah, ça y est, c'est tu bon. vois, c'est bon. Perfectly. C'est comme dans Alien, Perfection. Ok, on est bien. Je le laisse un peu comme ça. Hop. Comme ça, tout le monde a vu que j'avais des couqueries sur mon mur. François Zimmerman, le mini-stick est-il illégal? Tout ce qui te sert à frapper ton prochain devient illégal dès lors que tu l'utilises. Mais de toute façon, c'est une Et arme. devient Donc, une arme par destination. ouais. Après le confinement, les armes à feu. Est-ce que tu as d'autres livres sur l'histoire du Silat ou les armes à conseiller? C'est Canova Arnaud qui te Alors, demande. oui, salut Arnaud. C'est un de mes élèves qui a déménagé. D'autres livres sur le Silat. Il n'y a pas tant de livres que ça sur le Silat. Ce qui peut être intéressant, par contre, sur les armes de manière générale, il y a des très très bons bouquins. Moi, je suis plus sur des bouquins qui sont en rapport avec puisque l'outil en lui-même n'est pas si intéressant que ça. Après, si c'est vraiment pour les armes à feu, bah, il y a des bouquins d'un de mes maîtres qui est Philippe Perotti, qui est une sommité dans le tir, qui a écrit des bouquins aussi. Il y a Alain Barisville, qui est aussi un de mes professeurs, qui, pareil, m'a appris, enfin, ces deux-là m'ont appris énormément de choses. Ils ont écrit beaucoup de bouquins sur les armes, sur le tir, en fait, sur la méthodologie. Ils ont fait un travail juste exceptionnel de simplification au possible en rendant le truc vraiment, vraiment efficace. Voilà. Donc, c'est des bouquins de NDS. Attendez, je vais les ramener. Yaya, on te répond juste après. Donc, je vais devoir faire encore un truc. Donc, dans l'ordre. Voilà. Donc, ça, c'est mes deux profs. Des mecs exceptionnels, avec de grandes connaissances. Ensuite, ça, c'est des bases. Gab Suarez, une sommité pareil aux États-Unis, qui a écrit beaucoup de bouquins sur le truc. Voilà, lui en plus était opérateur, donc il a des choses assez exceptionnelles. Et puis aux États-Unis, c'est un peu particulier. Voilà, ça c'est des super bouquins pour les gens qui sont intéressés. Ça aussi. Voilà, après il faut lire l'anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins en français malheureusement. Et Google fait pas tout le travail. Bouquin de Pépé encore. Voilà, je pourrais en sortir un paquet. Mais c'est déjà une bonne base. Regardez les bouquins de tout ce de tout ce qui est tir avec Philippe Perotti et voilà, il y a quand même pas Gab Suarez, c'est intéressant. Kelly McCann a écrit beaucoup de choses aussi aux États-Unis. C'est vraiment des voilà. Alors, je sais pas si tu te souviens de Yaya, Yaya Tunsen. Bien sûr, je vois très bien qui c'est. Voilà, lors du stage de Living Gananao, on l'avait rencontré une première Ouais, fois. je me Après, souviens très bien qui c'est. je regarde souvent son travail qui est super. Ah, il est excellent. Euh, Là, il te demande si tu arrives à faire des sparring en silat. Je te laisse répondre et puis après, je mettrai une petite parenthèse. Alors, de sparring, non, parce que j'ai encore du mal à. Je dissocie vraiment le travail du sparring comme quelque chose qui peut être un. C'est un jeu, le sparring. C'est intéressant d'une certaine manière. Ça permet de bosser plein de choses indépendamment du, du, du combat. Mais je fais vraiment, pour moi, j'associe Silat avec transfert combat réel. Et combat réel, c'est pas du sparring. Du coup, j'ai du mal encore voilà, je sais que ça se fait. Euh, que pas mal d'écoles style euh, aiment bien travailler
que ce soit en drill ou autre chose. En fait, je vais te dire pourquoi ça me pose problème, parce que j'ai vu ça se développer beaucoup jusqu'à devenir quasiment, pour les Jeux asiatiques, une espèce de discipline où, quand je voyais les combats de silat qui étaient du sparring, les mecs se préparent comme des mecs du sanda, sauf qu'ils ont un plastron de taekwondo et ils ont des notes de style sur des descentes au sol ou des trucs un peu. Voilà. Je trouve que c'est dommage. Euh, je crois qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit on fait du sparring en boxe, c'est fait pour ça, c'est un sport de combat. Le silat n'est pas un sport de combat. Le sparring, de fait, pour moi, est un sport. C'est de toute façon fait pour le sport. Voilà. Je sais pas ce que Moi, tu je en penses. reprendrais les arguments de Maître Turpin. Il disait que le silat, c'était fait pour tuer, le sparring, c'est fait pour jouer. Donc, il n'y a Voilà. pas photo là-dessus. Après, concernant le sparring, moi, je le considère comme obligatoire pour la notion de déplacement et apprendre à prendre des coups quand tu en mets. Peux-tu faire des sparring en silat? Non, le silat n'est pas fait pour les sparring. Mais par contre, tu peux faire des sessions où tu dis aux gars, voilà, en un seul assaut, ça doit se terminer. Donc, histoire de voir s'ils peuvent rentrer de la technique silat. Et si tu rentres une technique silat rapide sur un boxeur, ça passe. Tu te rends compte que ça passe. Ou tu peux utiliser sa propre garde contre lui-même. Donc, il y a plein d'exercices à utiliser dans ce sens. Mais Oui, c'est ça. voilà. Euh, Caillot, Johan te demande si tu organises beaucoup de stages de self, de self ou de silat. Donc, Non, malheureusement. En fait, juste, c'est pas du tout mon activité principale. Moi, je suis formateur indépendant dans la sûreté. Donc, je fais que ce soit des conférences ou des formations pour des forces étatiques ou bien des reporters de guerre. Je travaille notamment pour ça, pour France Média Monde. Voilà, donc c'est vraiment une seconde activité. Si objectivement, le SILAT, c'est 4 heures dans ma semaine. Alors, j'aimerais que ça prenne plus de temps parfois parce que c'est ma passion et je voudrais que ça reste ma passion en fait. Donc, quand je passe beaucoup de temps, des fois, je fais des allers-retours de Picardie le soir même pour aller donner mon cours parce que je suis en formation avec des gens et il faut que je revienne. Je fais l'aller-retour dans la journée pour pouvoir leur donner le cours le soir. Euh, et voilà, je manque un peu de temps. J'aurais aimé faire 2 stages encore cette année, mais en fait, on n'a pas pu à cause de cette histoire de confinement. Donc, j'espère refaire. J'avais prévu de refaire un stage de scénario training notamment. Voilà. Donc, l'année prochaine est une autre année, en tout cas la saison prochaine et 2021 aussi. J'espère que ce sera une sacrée autre année. Donc, je pense organiser. Voilà, j'ai beaucoup de stages sous le coude que je prépare. euh, T venant te demande quels sont les principaux blocages mentaux auxquels tu peux être confronté en situation réelle. Le déni, c'est le premier. C'est-à-dire que, en fait, la plupart du temps, les gens sont soumis à un élément assez simple, c'est que la négation même de la violence. C'est trop difficile à supporter visuellement sur soi ou sur les autres. Donc, en général, on a affaire à des gens, et c'est un vrai mécanisme de défense, hein, le déni. Bon, on va se retrouver dans une situation où on va pas entendre quelque chose. Euh, c'est le cas de personnes, par exemple, qui ont pu assister, et pour le coup, ils ne l'ont vraiment pas entendu pour certains, à un viol dans la même rame de métro, mais voilà, ils ont tellement la trouille que le cerveau se protège et crée du déni. Le déni, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire une exclusion générale de plein de choses pour qu'on ne soit pas soumis à un vrai choix. Une fois que on sort du déni, bah, en fait, là, il y a un choix à faire. Il est assez simple. Quand je dis assez simple, c'est qu'il est simple en apparence, mais plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'acte ou pas. Passer à l'acte, c'est décider de faire quelque chose. La plupart du temps, l'idéal, ce serait de partir. Des fois, c'est pas possible. En fait, il faut être très objectif sur les étapes de la situation. Et t'en parlais dans ton live la dernière fois. Normalement, tu es censé avoir fait déjà un paquet de choses en amont pour pas te retrouver là. Une agression, c'est un entonnoir. Plus on avance, moins il y a de points de sortie. Et à un moment donné, en fait, l'idée, c'est de savoir en permanence où on est dans l'entonnoir. Quand on arrive en bas, c'est plus le moment de se dire. Alors, c'est jamais agréable, euh, sauf pour toi peut-être quand tu switches dans certains états. Mais Alors, voilà, c'est pas contrôlé là. je sais que moi, en Les l'occurrence, trois ça quarts n'a du temps, jamais c'est été très désagréable. agréable. Le résultat peut être agréable, c'est-à-dire que tu rentres chez toi en te disant putain, j'ai envoyé. Sur le moment, c'est jamais très agréable. C'est pas un moment de plaisir. Mais enfin, le mec qui dit que c'est un moment de plaisir, c'est qu'il ne fonctionne pas tout à fait normalement.
Mais par contre, la nécessité s'impose et des fois, il faut faire quelque chose. Du coup, si on sait exactement où on est dans l'entonnoir, il faut décider que là, je suis en bas de l'entonnoir, il faut que j'arrête. Je ne peux pas faire autrement. Là, en bas de l'entonnoir, c'est que j'ai plus non plus de solution de sortie. Je ne peux pas me barrer. Je ne vais pas rester sans rien faire. Voilà, et agir. Donc les blocages, pour moi, le principal blocage, c'est le déni. Ensuite, il faut être très objectif sur la situation. Pour ça, il faut pas avoir peur de la regarder. Et la deuxième chose qui vient se rajouter à ça, c'est que moins on s'est intéressé à ce type de situation, s'y intéresser, c'est-à-dire, j'explique souvent ça en fait. Il y a l'expérience vécue, mais il y a aussi l'expérience vécue par les autres. Et il faut savoir s'enrichir de ce que les autres qui ont de l'expérience peuvent vous dire. Et ça donnera un petit calque et ça va peut-être allumer une lumière à un certain moment. Si vous êtes complètement dans le déni généralisé de la violence, le jour où vous êtes en situation, c'est tellement fulgurant et ça vous ramène tellement à une réalité que vous risquez d'être submergé par la situation et être complètement incapable de réagir. Si vous l'avez déjà anticipé, si vous l'avez éventuellement envisagé plus qu'anticipé, c'est-à-dire dans votre vie de manière générale que ça peut vous arriver, ce sera beaucoup plus facile de sortir du déni et d'agir derrière. Après, il y a encore les moyens techniques. Ça t'évite de te retrouver en état de sidération déjà. Ouais. Justement, t'en parlais la dernière fois de cet état de sidération. Il y a encore un monsieur du tir exceptionnel. Enfin, en fait, le père du tir moderne s'appelle Jeff Cooper, qui avait dressé un tableau, le code couleur de Jeff Cooper. Alors, il a pris plusieurs versions. Concrètement, on va les faire simples. Vert, jaune, orange, rouge. Vert, détendu, inattentif. Ok. Détendu, inattentif. Quand est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à être détendu, inattentif? Concrètement, c'est chez moi, pas dehors. Dehors, détendu, attentif, donc jaune. Ça dépend avec qui tu vis. Ouais, ce que j'allais te dire aussi. C'est vrai. Chez moi, seul, avec mon chat, il m'apporte 5 points. Les chances qu'il m'arrive une couille, c'est quand même particulier. Sauf les extraterrestres, mais ça, on en reparlera. Et jaune, détendu, attentif. Donc, agif de son environnement, c'est à l'extérieur de chez moi. Et orange, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, menace potentielle. Rouge, menace avérée. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est dans le truc. Et il y a une autre condition qui a été rajoutée après qui n'a rien à voir avec Cooper, qui est ce qu'on appelle la condition noire. La condition noire, c'est quand on passe du vert au rouge. Ça veut dire qu'on n'a pas eu toutes les étapes. Et là, très souvent, un des facteurs qui aggrave le stress, c'est le temps disponible pour réagir. Plus il est court, plus on part en sucette. Donc, si on peut s'enlever ce poids-là en plus, c'est quand même pas mal. L'anticipation, c'est vraiment important et la vigilance anticipative aussi. Tu fais des exercices de sophro ou Alors, non, je fais de la méditation. Attention, cela dit, je fais pas de la méditation. J'ai rien contre la méditation transcendantale ou l'aspect religieux de la méditation, mais c'est pas du tout mon truc. Je fais de la méditation comme un exercice de musculation cérébrale. Donc, Ronan, je lui ai fait découvrir, justement, il en parlait la dernière fois sur son truc. Le casque. Le casque, exactement, un casque de neurofeedback qui, ici, voilà, s'appelle Muse. C'est un truc que je pratique un peu tous les jours. Alors, des fois, je t'avoue que j'ai tellement de routines à faire, surtout en ce moment, du coup, pour pas péter les plombs, j'en fais un paquet. Mais c'est quelque chose que j'utilise assez souvent et en fait, c'est un électroencéphalogramme qui influence une bande sonore. Donc en fait, on a un feedback en temps réel de notre état. Donc les méditants mystiques ou les mecs qui disent ouais, moi je médite tous les jours, machin. La plupart du temps, pour l'avoir fait tester à pas mal de méditants, on se rendait compte qu'ils étaient juste assis pendant 1 heure à rien faire, mais ils méditaient pas du tout en fait. Mais ils se persuadaient qu'ils méditaient. Donc là, l'avantage, c'est que moi je suis très pragmatique et ça l'est, donc ça me plaît. Moi, je l'ai testé, ça m'a mis du Metallica, donc j'ai déjà arrêté. J'aurais même pensé à autre chose, mais. Bon, la question a déjà été posée, mais quelqu'un te demande si tu as prévu des stages en dehors de Paris, peut-être au niveau des armes, de la formation. Pas pour les civils, pour l'instant. Ok, voilà. Ronin Soldir affirme reprogrammation faite par l'armée, on te brise pour te reconstruire. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ça a été vrai, fut un temps. Moi, j'ai pas vu de gens brisés. Enfin, j'ai vu des gens brisés, mais pour d'autres raisons. C'est pas l'armée qui les a brisés et on n'aura pas fait un lavage de cerveau pour les transformer
en guerrier. Ça, c'est le côté très cinématographique. Après, je dis pas, hein, je sais que dans certains régiments, il y a une tradition un peu virile. Voilà, je ne pense pas que ce soit une destruction psychologique de la personne. Ça fait partie du jeu un peu melee. Euh, on n'est pas dans Full Metal Jacket non plus, et on partait pas au Vietnam juste après. Voilà. Le réflexe de Pavlov, ça évoque quelque chose pour toi? Oui, oui. C'est Bah, l'ex- conditionnement l'exti. opérant. C'est conditionnement opérant. Je reviens juste la formation en tout cas des soldats. Effectivement, il y a des moments, c'est nécessaire d'abîmer l'ego de l'engagé pour arriver à l'amener à un certain niveau. Mais ce qui est important, c'est de comprendre vraiment la nuance entre détruire la personne pour la transformer en guerrier et le mettre en situation pour l'amener à un certain niveau, c'est-à-dire le mettre en difficulté de stress, évidemment, en cumulant plusieurs facteurs, fatigue, faim, marche longue, tu vois, parallèlement à ça, avoir beaucoup de choses à apprendre sur l'armement, sur plein de choses, pour qu'il arrive à être réactif. C'est le ramener le plus possible à ça. Effectivement, pour beaucoup de personnes qui s'engagent, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont l'impression que c'est vachement plus dur. Et puis du coup, ça fait un peu un tri, une espèce de sélection naturelle de gens qui arrivent à la fois à être rustiques et en même temps bien câblés là-dedans, et ils arrivent à emmagasiner de l'info. Voilà. Euh, Neil revenait sur ce que tu avais évoqué précédemment. Elle disait, c'est donc ce conditionnement qui crée un état de vigilance sans pour autant tomber dans la parano dès qu'on sort. Donc c'est une question. En partie, oui. Ouais, tu te faire son environnement. Tout ce que tu as vu dans les deux bouquins, Riposter 1 et 2, c'est censé t'amener à un état de vigilance qui te permet de sortir, mais sans sombrer effectivement dans la parano. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des choses, enfin, c'est malheureux à dire, mais c'est des choses que nos anciens faisaient assez naturellement. En fait, je sais que le monde paraît un peu anarchique, mais on n'a jamais vécu dans un monde aussi safe, entre parenthèses, et d'une certaine manière, même s'il y a des coins d'une rare violence dans le monde, enfin, je vous rappelle qu'il y a pas, il y a quand même quelques siècles, on emmenait les enfants assister à des exécutions publiques en France. Ouais. Tu pouvais te faire égorger Au siècle dernier, ouais, Gaston Defferre, il s'est tripé à l'épée sur des insultes. voilà. Donc les gens pensent qu'on vit dans un monde moins sûr qu'avant, mais en fait, on vit dans un monde plus sûr. C'est Mais ce qu'il simplement faut savoir, c'est que bah, on pouvait se faire attaquer sur une route entre Paris et je sais pas Rennes pour un marchand, et en général les marchands ils rançonnaient pas les mecs quoi. D'abord ils les tuaient et après ils piquaient ce qu'il y avait à piquer quoi. Parce que la mort avait pas la même valeur à cette époque-là. Donc parallèlement à ça, ça implique aussi que eh ben, nos gens, nos anciens, euh, c'est des choses qu'ils faisaient assez naturellement. Ils sentaient tout de suite quand quelque chose clochait dans l'environnement. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire avec Riposter, c'est remettre des choses qui sont pour moi assez logiques. Parce que j'ai un vécu, alors c'est pas un vécu de ouf non plus, mais ce que je veux dire, c'est que bah, quand j'étais gamin, j'ai vécu quand même des choses, dans ma vie de jeune adulte aussi. Et donc, du coup, bah, c'est des choses, quand on ne vit pas dans un environnement aseptisé, on va dire, qui sont assez naturelles. Comme elles sont naturelles, eh ben, on va s'y intéresser. Et le simple fait de s'y intéresser, de se prendre une petite, se discipliner un petit peu là-dessus, bah, c'est ce que tu disais dans ton live, quoi. Au début, peut-être qu'il faut le faire en y réfléchissant, puis très rapidement, ça devient assez naturel. En fait, on le fait même pas consciemment, donc c'est pas un état de parano. C'est vraiment, comme disaient les Japonais, zanshin. C'est voilà, j'ai l'esprit qui est présent, qui est là, et pas ailleurs. Ça permet de vraiment voir beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, Quelqu'un a évoqué le fait que la possibilité d'être confronté à du stress régulièrement augmentait ton seuil de résistance. C'est Alors, c'est pas totalement vrai. Ça peut aussi te foutre en l'air, il faut le savoir. ouais, c'est pas chien converti. Voilà. Les gens voient des murailles, mais ils voient pas la muraille qui s'effrite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme il faut savoir que le stress, il est divisé en trois parties, ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, il y a une phase de veille, une phase d'adaptation, et il y a systématiquement une phase d'épuisement. Donc, si elle n'est pas prise en compte, et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut en tenir compte, tu peux vraiment briser une personne et l'abîmer. Donc, un, c'est le savoir et réguler son taux d'emploi
je prends pour un professionnel par exemple, son taux d'emploi en situation. Donc, c'est la problématique qu'a eu à un moment donné l'armée avec l'engagement des soldats en Afghanistan. C'est que c'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément évaluées au départ. Et on les renvoyait, enfin, ils les parachutaient enfin, parachutaient pas pour de vrai, hein, ils les renvoyaient directement de manip chez eux. Et en fait, bah, il a commencé à y avoir pas mal de problèmes, notamment des troubles post-traumatiques, parce que ça n'avait pas été pris en charge. Puis en fait, certaines personnes s'y sont intéressées, le service de santé des armées, et n'a pas voulu refaire les mêmes erreurs que les Américains ont pu faire. Et donc, du coup, on a créé un SAS à Chypre, donc, où les soldats revenaient de On a eu une petite coupure. Il y a une coupure parce que ça faisait 1 heure qu'on était en ligne et ça a coupé. D'accord, d'accord. J'ai pas eu le temps de te prévenir. J'étais en train de regarder tous les textes pour pouvoir poser les questions qui suivraient parce que je savais que ça allait couper. Donc, Romain, il dit pub. J'ai eu le temps de relever l'essentiel des questions, donc tu disais. D'accord. Et je disais que finalement, effectivement, si on ne tient pas compte de cet élément, de cette troisième phase du syndrome général d'adaptation, eh ben, quelqu'un qui est systématiquement soumis à un stress, sans jamais prendre en compte cette phase d'épuisement, cette phase de repos nécessaire, eh ben, il peut vite sombrer. Et quand je parle de stress, souvent je fais cette comparaison en plus. Un stress à feu doux. On n'a pas besoin d'être face à un attentat ou dans une zone de guerre, hein. À feu doux tous les jours pendant 1 an, 2 ans, eh ben, de toute façon, c'est une dette qu'il faut payer à un moment donné. C'est pour ça qu'on a inventé les week-ends, les vacances, les machins. Les gens instinctivement le font, c'est-à-dire ils vont se mettre en retrait et souffler un peu quand le boulot a été trop prenant. Le boulot, ça peut être très stressant aussi pour certains. Mais quelqu'un qui vit des situations extrêmes, bah lui, il n'est pas soumis à des réactions normales parce qu'en fait, est-ce qu'il va pouvoir adapter son emploi du temps, c'est-à-dire dire demain, je pars dans un coin pourri du monde, je vais vivre des choses stressantes au possible, puis je rentre tranquille et je vais aux Bahamas pendant une semaine. Ça, c'est James Bond qui fait ça. Mais la plupart du temps, ces mecs-là, on les renvoie, ils Non, rentrent. James Bond est alcoolique, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Il C'est vrai que compense. c'est un alcoolo. Et bah, lui, il a trouvé son truc. Mais, mais voilà, en fait, la plupart du temps, ces gens-là, ils rentrent, ils ont leurs propres problèmes dans leur vie. Il faut qu'ils gèrent ça, les enfants, la famille. Parfois, ils ont une vie personnelle qui n'est pas très épanouie. Derrière, il faut qu'ils. Enfin, voilà. Donc, le stress, c'est pas plus tu es soumis, plus tu y es habitué. Il est forcé que si tu y es confronté assez régulièrement, forcément, tu vas mieux le gérer. En tout cas, l'expérience dans le type de situation en question. Mais attention à prendre avec beaucoup de pincettes parce que ça peut aussi énormément abîmer. Il y a une dette à payer, il faut la payer soit rapidement, mais l'accumulation, elle peut vraiment détruire un homme. Là, c'est pour la petite parenthèse. Tu as Oliver Stone, tu sais, Mental No Limit, là, celui qui a fait 2000 Ouais, surprises avec Jérôme. ouais. La machine de guerre. Il te demande depuis combien de temps tu es végétarien et est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors, je l'ai été pendant un long moment. Je ne le suis pas totalement. Pour la... Ouais, bonne nouvelle. Non, je suis pas un grand viandard de base, mais j'ai des trucs que j'aime beaucoup. Moi, j'aime les hamburgers. Voilà. Donc, c'est mon côté américain. J'ai une partie de ma famille qui est US, c'est pour ça. Donc, franchement, à part ça, je suis pas un grand viandard, donc j'en mange pas tant que ça. Au Mais moins, c'est tu vois vrai que qu'à un moment donné, j'en mangeais plus du tout et j'en ai plus mangé quasiment pendant 2 ans et demi, un peu plus même. Et j'en mange presque que au resto ou alors quand je cuisine vraiment un plat. Je cuisine pas mal, donc c'est un plaisir de le faire. Maintenant, faut être honnête, j'ai jamais été en aussi bonne santé que quand j'en mangeais pas. Par contre, ça demande une réadaptation sur pas mal de choses. Et je me nourrissais pas de tofu et de lentilles non plus, tu vois. Donc, Allez, Olivier, je vais le convertir. Il va se remettre à boire de l'alcool. Il va manger des haribots. je suis ses postes à Olivier. T'as vu, il te dit que tu étais à 2 doigts de la perfection. Et ça y est, il est déçu. Merci Olivier. Marco Je te crois que je demande. suis à Il deux te doigts demande. comme ça alors, hein, parce que Ouais, tu m'étonnes. 2 doigts comme ça. Marco te demande si
tu trouves des faiblesses dans l'art martial qu'est le Silat et si tu as des disciplines à conseiller dans la manière de le compléter. Alors déjà, tout dépend du style et tout dépend de l'instructeur. Il faut voir. Et puis, alors, il y a une dernière chose avant même ça. Tout dépend les objectifs. Il y a pas. Enfin, je considère qu'il n'y a pas de combattant complet. Complet, c'est pas possible. On peut être généraliste, très bon généraliste, mais à un moment donné, il faut se spécialiser. Donc, dans l'aspect spécifique du silat, bien sûr, il y a des lacunes, c'est-à-dire que attaquer un poste hollandais avec un carambite, tout ça, c'est très bien dans l'idée. Comme on ne sera pas forcément amené à le faire, euh, les phases adaptatives qui vont permettre de combler certains trous techniques, elles ne vont pas forcément se manifester. Donc, effectivement, si demain, euh, on se retrouve sur une situation où on est au sol, il y a plein de styles de silat très près du sol. Mais voilà, on t'en parlait l'autre jour. Moi, quand je vois le niveau de Daniel Lonero, qui est un ami, je suis juste fasciné par l'artiste martial qu'il est. Et puis humainement, c'est quelqu'un de génial. Et ben, euh, il fait du silat. Il a un très haut niveau en silat, mais il a complété par plein d'autres choses. C'est un full instructeur. Mais il le dit lui-même, on ne peut pas tout faire. Donc c'est bien de voir plein de choses et d'essayer d'entretenir un maximum. Mais plus il y a de choses, plus on doit en entretenir. Donc si je devais conseiller autre chose, je conseillerais systématiquement un sport de combat. Pourquoi un sport de combat? Parce que ça permet quand même de se friter un peu, d'appréhender peut-être un peu moins les coups. C'est pas évident pour tout le monde au départ d'avoir un mec en face de soi, si on est amené à faire quelques combats, de la compète, un mec qui veut te mettre KO en fait. Et alors, c'est pas dangereux pour ta vie. Un médecin dirait peut-être le contraire, mais je veux dire, t'es pas dans une situation de vie ou de mort, mais de monter sur une aire de combat avec un mec en face de toi, lui, il est là pour te mettre KO. Bah, mine de rien, c'est déjà une très bonne étape à passer et ça permet de débloquer certaines choses. Donc, voilà. Quelle discipline, sport de combat? Moi, je serais d'avis de dire aux gens, commencez par du pied-point ou commencez par du grappling, enfin, une discipline de grappleur. Et puis, diversifiez-vous derrière. Le MMA existe aujourd'hui, c'est une discipline qui est formidable si elle est bien enseignée. Et ça permet de toucher à plein de choses en parallèle. Donc ouais, moi je pense que c'est un bon truc, je dirais le MMA. Parfaitement d'accord avec toi. Chez moi, de toute façon, le Silat, on ne pratique pas sans avoir les bases de boxe. Déjà, c'est le minimum. C'est ça. C'est bien un truc que je supporte pas, c'est de voir des instructeurs qui bossent encore sur bras tendus. Autant on peut le faire sur des débutants, autant sur quand tu commences à t'aguerrir, ça devient une erreur. Ouais, et puis Ça, plus ceux qui font des. Tu sais, quand tu mets des. on entend les bruits de Voilà. doggy qui frappent. Ils s'auto-biflent en même temps qu'ils font leur technique. Donc c'est devenu impossible. Donc effectivement, ouais, le sport de combat, nécessité. Indéniablement. Parce que sinon, on se fait démonter par Whis. Non, non, plus c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait encore? C'est Sandrine, elle dit des conneries. Elle est devenue, elle est rentrée à l'armée, ça y est, elle a splitté. C'est le cocoy. Voilà. Je remonte. Yannick dit que t'es devenu désagréable quand t'étais végétarien. C'est lequel, Yannick? Et Yannick, le danseur. Ah, Yannick. J'étais devenu désagréable parce qu'il mangeait trop de viande devant moi. Ça doit être ça. Yannick, on a des dossiers sur toi. Ouais. Alors, la Ah. ramène pas trop. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou, Ah, si. François Zimmermann demande si tu as déjà été confronté au silat dit mystique ou énergétique médical. Alors, moi, pas personnellement, mais j'ai côtoyé des personnes qui ont tenté de me persuader que Des élèves de Rabanne. non. Merde. Et, euh, et écoute, voilà, moi ce que j'ai entendu, pour moi, enfin, voilà, moi je suis très pragmatique, donc effectivement, je vois pas l'intérêt de rentrer dans des trucs comme ça. D'une part parce que c'est pas notre culture, euh, que ça peut être dangereux aussi, et que tu sais, c'est comme tous ces gens qui ont décidé de revenir à un style New Age,
et d'aller se taper des champs dans la jungle, tu vois, au Venezuela. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut revenir un peu à la réalité. Euh, dans un certain contexte culturel, chamanique, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de leur culture. Euh, que ce soit pratiqué dans certaines traditions, je peux le comprendre. L'observer, ça peut être intéressant d'un point de vue ethnologique, mais ça n'est pas notre culture. Alors, quand j'ai commencé à avoir des occidentaux, le problème de l'occidental avec ça, c'est que souvent, il cumule pas mal de patterns psycho et du coup, il va chercher à trouver des réponses là-dedans qui ne sont pas forcément des réponses qui sont adaptées à lui. On ne vit pas tous sur la même planète et comme on ne fait pas une psychanalyse de la même manière à un japonais, à un africain ou à un français, voilà. Chacun a des manières différentes de percevoir et il faut en tenir compte. Bah, c'est un peu ça. Donc, voilà, j'ai vu des trucs. Moi, perso, j'ai jamais vu de trucs magiques ou de trucs machin. J'ai En jamais vu. revanche, on l'a vu beaucoup d'instructeurs qui faisaient passer des choses pour de la magie. Voilà. Alors, Alors c'est de la- ça, on en a vu un paquet, mais à un moment donné, avec Brice, on en parlait, c'était un truc. Moi, Brice, il se rappelle quand tu faisais tes mains là. Quand je faisais fumer mes doigts, Et en fait, effectivement, il y a Guillaume Morel qui a publié un post la dernière fois sur Protégor, où justement, il me remontrait un bouquin où il y avait où il y avait justement toutes les arnaques connues. Et il y en a un paquet. Quand tu les connais, alors entre ceux qui se racontent une histoire, c'est-à-dire le mec, il a punché un gars et il dit qu'il a eu toute son énergie et son kick est venu dans sa main. Voilà, il a juste eu un bon recrutement musculaire à ce moment-là, l'autre s'y attendait pas. Enfin voilà, on peut toujours trouver des facteurs beaucoup plus rationnels que cela. Et puis bah après, tu as tous les mecs, tu sais, qui prennent des positions et quand on les pousse, ça marche pas, ils sont hyper ancrés, machin. C'est de la biomécanique. Voilà. Donc ça veut pas dire que souvent même ils en ont pas conscience eux-mêmes, hein. Ils maîtrisent un truc qu'ils sont pas forcément capables de transmettre. Donc le plus simple, c'est de raconter un truc autour de ça. Voilà. Moi, j'y crois pas du tout. Ça veut pas dire que je crois pas à l'énergétique et toutes ces choses-là sur l'aspect médical. Moi, j'ai eu des séances de shiatsu exceptionnelles, des acupuncteurs aussi. J'ai été anesthésié avec de l'acupuncture. Voilà, ça a marché. C'était beaucoup plus long par contre que normal. C'est con, j'avais très mal pendant ce temps-là, mais ça marche. Voilà, mais pour moi, il n'y a rien de mystique. Voilà, mais j'ai du coup un problème avec les gens qui associent ça à quelque chose tu vois, penser qu'on puisse utiliser l'énergie en combat, machin. Je pense que c'est une manifestation qui peut arriver peut-être dans certains cas, mais que l'acte volontaire de cette chose-là ne nous est pas destiné. Et à part en être témoin éventuellement et pas trop comprendre ce qui s'est passé, j'y crois pas une seconde. Parce que alors, quelqu'un te demande si tu connais DKU. Juste avant que tu commences, je veux dire que j'adore tout ce que fait DKU. Moi, je le connais pas, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais par contre, quand je le vois parler d'Invisible Power ou quand je le vois user de techniques pour faire croire qu'il a des pouvoirs, alors qu'on sait parfaitement reproduire la même chose, mais en l'expliquant à nos élèves, c'est ce que j'apprécie. Moi, j'ai jamais compris que des gens talentueux utilisent des techniques de charlatans pour se donner de la valeur. Donc, en l'occurrence, que penses-tu de DKU? alors, moi j'ai eu la chance de le rencontrer euh, et c'est quelqu'un de très sympathique, vraiment très gentil, assez réservé en plus. Euh, j'ai pas eu l'impression que c'était quelqu'un qui jouait un personnage, voilà. Quant à ce qu'il fait en démonstration, initialement, ça a été souvent associé au systéma à la base. Et moi, j'ai un problème juste avec le warfare qui a été mis sur son truc. Je sais plus comment ça s'appelle, machin warfare system, combat ou voilà. Euh, warfare combat system. Voilà, c'est champ de bataille, tout ça. Moi, j'aime pas trop qu'on utilise ces termes-là. Quant à ce qu'il fait, moi, très concrètement, je sais pas ce qu'il vaut. Voilà, je l'ai pas vu boxer, je l'ai vu qu'en démonstration, des démonstrations. Voilà, les gens qui travaillent avec lui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, sont des gens très sympathiques. T'as Euh, testé son pet, tu sais, quand tu mets une alors, patate. oui, j'ai testé son coup de poing, hein. Je crois que j'ai la vidéo d'ailleurs.
J'ai la chance, en fait, parce que je suis le metteur en scène sur le Festival des Arts Martiaux, j'ai la chance de rencontrer plein de gens comme ça. Donc voilà, moi, c'est la première chose que je lui ai demandé, c'est de me mettre un parpaing. Dans le pas haut, hein, bien sûr. Il est évident qu'il frappe très très fort. Maintenant, j'ai pris un parpaing de Maître Kallenbach, par exemple. Ça m'a fait beaucoup plus mal. Pour ceux qui connaissent, bah, dans les Kyoku, on parlait de Gemma tout à l'heure. Gemma, avec un gant, il te met un parpaing, il te pète. Tu peux protéger ce que tu veux. Donc, si tu veux, sans forcément d'élan, moi, je suis aussi prof de sport. Alors, je le pratique pas du tout et je l'enseigne pas, mais j'ai eu la chance d'avoir un suivi d'études là-dessus. Euh, pour moi, c'est du recrutement musculaire. Voilà. Et c'est ni plus ni moins qu'un cumul de facteurs qui fait que, effectivement, voilà, il est vif, très explosif. Il y a des artistes martiaux qui le sont plus que d'autres. Tu parlais des fibres la dernière fois. Ils ont un recrutement qui est beaucoup plus explosif que d'autres. Ok. Mais pour moi, voilà, j'ai rien qui me prouve quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Euh, Ouais, en ce qui concerne sa vivacité, même ça, je trouve que si tu prends un très bon boxeur d'anglaise, il va avoir les mêmes recrutements musculaires, ça va partir aussi vite, aussi fort. ouais, bien sûr, Euh, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une manière de travailler. Voilà, je te dis, il est très vif, il a une très bonne gestuelle. On sent que il est explosif, il est sur ses appuis, il est bien ancré dans le sol. Bon, des combattants comme ça, moi j'en ai vu un paquet. Et je les ai vus, entre autres, sécher des mecs en phase 2 en combat. Donc forcément, si tu veux, voilà, des exemples de boxeurs, tu parlais de boxeurs en anglaise qui ont ce genre d'explosivité, quand on voit certains boxeurs mexicains, mais on se dit, voilà, enfin, moi, voilà. Donc, et qui, du coup, n'ont pas du tout travaillé cet aspect-là. C'est-à-dire l'aspect énergétique, tout ça, et l'ont jamais vendu comme ça. Ils ont poussé, ils ont mis des patates dans un sac depuis qu'ils sont gamins pour manger, et voilà, ça marche aussi. Voilà. Je sais, c'est un peu triste, mais voilà. T'as Winston qui te demande ce que tu penses du SSBD de Molmorny. Ah, j'aime beaucoup ce que fait Maul, pour le coup. Je Euh, sais que t'aimes bien ce que fait Alvin Guenana aussi. ouais, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les deux, Alvin et Maul, c'est déjà la personnalité des mecs. Alors, Maul, moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Alvin, oui. Euh, Maul, en revanche, je connais assez bien un de ses représentants, qui est un mec super, Seb, et il est, enfin, voilà. Moi, en fait, je regarde beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on voit les élèves, on sait comment sont les profs. C'est des gens humbles, passionnés. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense techniquement? C'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui a pas vendu, qui a pas vendu du combat opérationnel ou de la self-défense ou machin. Il vend un silat, son silat familial qui plus est. C'est un local et ça c'est vachement important. Et justement, il vend quelque chose qui n'est pas le produit exporté folklorique de beaucoup. Il a vraiment, comme je crois qu'il est binational, il a vraiment cherché à, voilà, à montrer à l'Occident toute la beauté du truc, mais aussi l'efficacité. Et pour le coup, il n'y a pas un mec qui dira qu'il n'est pas efficace. Quant à savoir est-ce que ça se transfère dans la rue, tout ça, c'est même pas la question. Moi, ce que je vois, c'est que il est très propre, il maîtrise parfaitement son art. J'aime beaucoup ses déplacements, j'aime les styles hauts, moi en plus. Et ça correspond beaucoup à ce que j'aime. Alors, certains critiqueront en disant ouais, mais les mecs leur mettent pas des coups de poing de boxeur et machin. Je l'ai déjà vu sur des vidéos, il le fait avec des mecs qui sont boxeurs et effectivement ça passe aussi. Mais c'est même pas un concours de beat en fait. C'est vachement bien ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup. Alvin aussi. Voilà, c'est des vrais pratiquants. C'est vraiment les deux styles, un haut, un en bas. Et c'est-à-dire dans la gestuelle, Alvin il a des cannes. Tu te rappelles les échauffements qu'il fait là, t'es sec. Et voilà, donc c'est vraiment des styles tradis que j'aime beaucoup, qui n'ont pas vocation à faire de la sécurité en boîte de nuit. Voilà, il faut revenir sur le contexte. Alors, quelqu'un a posé la question sur le Dog Brother, mais il y a Lee Frenchy Dreamer qui a répondu. Donc, Lee Et Frenchy ben, est en lui-même un Dog Brother. on lui passe le bonjour Ouais. parce que c'est La un, bise, hein. ouais, super mec Un euh, super instructeur. Donc, et quelqu'un qui est. et très humble, je le précise, Ouais, alors que franchement, il a un niveau, c'est une machine. il me dégoûte. Je m'écœure. Élève de Pascal, on Pascal Gilles, salue, ouais. on salue aussi, pareil,
Un mec en or et complet au possible. Il y en a rarement des complets comme lui, quoi. C'est des gens comme on les aime. Voilà. Qu'est-ce que je pense des Dog Brothers? Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Euh, c'est hyper intéressant. C'est des précurseurs. Et j'ai pas eu la chance. C'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé approfondir, de travailler le stick dans cette version-là, on va dire. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder sur YouTube, vous allez vous éclater. C'est les prémices de, ouais, de l'UFC bâton, arme. Voilà, c'est des gens, des sacrés combattants qui y vont et qui testent leur technique. Voilà, c'est hyper intéressant. Je fais aucun comparatif avec le Kali. Même si ça apporte de très très bonnes bases, c'est pas la même optique. D'ailleurs, souvent les gens pratiquent les deux. Enfin, ceux qui sont Dog Brothers, en général, pratiquent aussi le Kali, ce qui est le cas d'ailleurs de nos amis dont on parlait. Voilà, c'est une bonne mise en situation. C'est intéressant. C'est comme mettre les gants quand on aime les arts martiaux. Autre question. Quelqu'un te demandait si tu classifierais le parcours comme un art martial. Non, non. C'est un art, comme c'est très bien défini d'ailleurs, du déplacement. Enfin, j'aurais du mal à associer ça à l'aspect martial. Déjà primo parce que le parcours c'est quelque chose qui est foncièrement urbain. Euh, donc on n'est pas tout à fait sur l'aspect PO, parcours d'obstacle, parcours du combattant, comme on peut voir à l'armée, qui souvent en plus, s'il est fait vraiment en condition, se fait avec l'équipement et tout ça. Le parcours, j'adore ce qu'ils font. Hein. Et putain, il y a un truc qui s'appelle Straw, faut regarder sur Insta. Ils me foutent la gerbe tellement ils font des trucs hauts des fois. Ils foutent mal. Et c'est excellent ce qu'ils font. Euh, voilà, non, j'ai du C'est mal à cette voir ça. inconscience des fois qu'on voit, Hein? cette inconscience qu'on les voit franchir. Moi, voilà, j'avoue, je le ferai pas sur une Et, tyrolienne, je veux bien, mais ils ont des bonds de 7 mètres, ils sautent d'un toit sur un autre. est-ce Ouais. que derrière, ça peut pas s'ajouter un aspect martial? Si, je le pense, mais dans une version qui ne soit pas cette version-là, dans le sens où apprendre à se déplacer, à faire du franchissement, j'appelle ça moi, c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement, ça peut être une compétence associée martiale. Je dis bien associée parce que euh, je l'ai même mis dans Riposté. Hein, il y a, enfin, je parlais de faire du franchissement, c'est-à-dire j'expliquais, je me rendais compte en fait qu'il y avait beaucoup de personnes. Si le portail était fermé, par exemple, ils restaient devant. Ils se disaient pas, tiens, je peux peut-être passer par-dessus. Et oh non, non, je vais me briser les reins. Vous pensez bien, voilà. Ça, c'est pas normal. Un être humain normal, il passe par-dessus un portail, voire un peu plus, il peut monter une gouttière sans se péter la gueule, tout ça. Donc, si ça reste dans cet aspect-là, pour moi, le franchissement est intéressant. Après, je suis pas sûr que le parcours soit tout à fait la même optique, parce que, un, il y a un aspect esthétique, deux, un aspect acrobatique. Or, l'aspect acrobatique n'est pas absolument nécessaire. Et moi, je cherche que l'aspect nécessaire dans le déplacement. Voilà. Pareil. Alors, Yaya demandait pourquoi il n'y aurait pas un festival de silat en France. Ah, euh... parce que, parce que le silat, c'est une. Yaya, tu connais la situation il y a que notre génération de pratiquants d'après, mais tu as vu comme c'est compliqué déjà. Avec les nouvelles générations, c'est possible. Avec les autres, il y a trop d'ego. Ouais, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Moi, j'aimerais bien voir un truc pareil, mais tu sais, on a déjà du mal à faire un festival d'arts martiaux, surtout avec le confinement. Alors, un festival exclusif de silat, euh, je suis pas sûr qu'on arriverait à rassembler assez de monde. Ce serait une belle chose, en effet. Et si j'avais l'influence pour, je serais très intéressé de mettre ça en scène. Ouais. Quelqu'un te demande, t'as réalisé la préface d'un livre qui s'appelle Homme d'action? Ouais, Quelqu'un te demande effectivement. si tu connais des livres du même type, d'autres livres. Ouais, après, il n'y a pas tant de livres que ça sur le sujet. À la base, j'ai réalisé la préface d'Homme d'Action parce que Julien, qui est l'auteur du livre, c'est un très très bon ami et c'est un frère, je dirais même. Et, euh, et en plus, on a l'occasion de collaborer sur pas mal de choses. Des bouquins comme ça, ouais, il y en a eu pas mal. Alors en France, c'est pas trop une culture. Pour ceux qui connaissent, il y a eu le bouquin d'Aton,
qui raconte son parcours. Aton, c'était un ops au GI. Il y a Marius qui a écrit un bouquin aussi sur les marins. Après, c'est beaucoup de bouquins aux États-Unis. Il y a alors, je ne sais pas tous les titres, mais si ça intéresse vraiment les gens sur le sujet, il y a un bouquin qui a été écrit par le créateur de la SEAL Team 6, le Dev Group. Pour ceux qui ne connaissent pas, la SEAL Team 6, c'est quand même une des meilleures unités en contre-terrorisme et en libération d'otages en CTLO. Le Dev Group. Voilà. Il y a une série que les gens ont dû voir passer qui s'appelle SEAL Team, qui est passée sur M6 pendant un moment. C'est CE, le Dev Group. Voilà. Donc c'est vraiment accessoirement la Six, c'est ceux qu'on traqué et attrapé Ben Laden. Enfin attrapé, ça fait un grand mot, mais voilà. Donc voilà, il y a ce genre de bouquins-là. Il faut regarder du côté US. Il y a pas mal de bouquins intéressants d'anciens opérateurs qui racontent des choses passionnantes. C'est intéressant de voir le côté outre-Atlantique aussi, parce que la version française est intéressante aussi. Hein. Mais là, voilà, le Dev Group, c'est quand même un truc à part. C'est intéressant à voir, quoi. Quelqu'un te demande ce que tu penses du Tronche. Je vais aller chier, je reviens. Et, Euh, écoute, je vais répondre à peu près la même chose. Moi, j'ai absolument, enfin, tout le monde me pose cette question comme si je devais avoir quelque chose contre Hugo. Moi, j'ai rien contre Hugo Tronche. Euh, je, il a des qualités physiques exceptionnelles. Maintenant, d'un point de vue technique, il les rentre à une très grande vitesse. Mais moi, enfin, voilà. Je vais juste vous dire pourquoi, en fait. C'est très simple. Je vous parlais tout à l'heure de Daniel Lonero. Voilà. Je suis fasciné par l'aspect technique d'un mec comme Daniel Lonero, par des full instructeurs de l'Inno Santo Academy, sans aller même les full instructeurs. On parlait de Pascal Gilles en France, le niveau technique et l'étendue des connaissances qu'il a. Voilà. Ça, voilà. Moi, ça me complexe. Vraiment. C'est-à-dire, je me dis, putain, j'ai encore du chemin, quoi. Hugo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais voilà, c'est pas un truc qui me fascine plus que ça. Donc, il a des compétences physiques indéniables, il est extrêmement rapide. Mais maintenant, la partie technique, si tu veux, moi, j'ai rien vu de très changeant. C'est des trucs que on a tous fait, c'est des choses qu'on voit à la FR. Il les fait plus vite qu'un autre, c'est sûr. Probablement plus vite que moi même. Et pourtant, je suis pas très lent. Enfin, j'aime à le penser, peut-être que je suis en train de vieillir, mais voilà. Donc, à part ça, moi, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis, quoi. Sur l'aspect perso, c'est quelqu'un qui m'avait semblé plutôt sympathique. On s'est pas vraiment côtoyé, hein, faut être honnête. Moi, enfin, je l'ai eu, j'étais jury et je lui ai fait passer un grade. Ce qu'il a fait était très bien. Euh, voilà, je reprends ce que tu disais derrière. L'aspect GDC, voilà, moi je vois pas les mêmes GDC, donc effectivement, j'ai toujours un problème quand on associe trop tu vois, qu'il y a une espèce d'amalgame qui est fait dans l'image, qui est un amalgame qui est volontaire pour pouvoir justement vendre un produit. Voilà. Des GDC, moi je travaille avec eux à titre de formateur. Hein. Je suis pas garde du corps du tout, mais j'ai travaillé à la formation sur certains aspects avec pas mal d'eux. C'est des gens qui vont, putain, ils vont protéger des gens dans des villes, genre on parle de Tripoli, Bagdad, voilà, des pays comme ça, quoi. Donc c'est quand même, voilà, pour moi ça c'est des GDC. Ça veut pas dire que la PR en France c'est pas quelque chose qui peut se développer, mais voilà, une personnalité, t'as très bien résumé le truc, une personnalité à Cannes, à moins que le mec soit ministre ou machin, c'est de l'agent de sécurité, de très haut vol, ok, il y a pas de souci. On a appelé ça APR, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas un vrai risque. Donc du coup, à part pousser quelqu'un, éventuellement lui déchausser un doigt pour qu'il lâche la main de son VIP, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc j'ai du mal à ce qu'on associe Silat avec ça, en fait. Moi, je le vois. Pour moi, le Silat, c'est un art martial. L'aspect Ops, c'est encore autre chose. ouais, et puis surtout ce que GDC, moi je pense plus contracteur ou les choses comme ça, tu vois. Voilà, mais c'est ce que j'allais te dire. Bon, là, moi, je parlais de ceux qui n'étaient pas encore contracteurs, qui étaient encore dans l'armée, mais souvent, ces mecs-là, quand ils se reconvertissent, c'est des contracteurs, ils vont protéger des personnalités pour des grosses SMP. Le GDC qui fait des sports de combat, ouais, il boxe, il a un bon niveau en self de base, mais il a un calibre surtout et il va pas aller s'emmerder, aller faire. Enfin voilà, pour ces gens-là, en tout cas, je parle. Quelqu'un te demande pour des stages de tir tactique adaptés aux civils, qu'est-ce que tu conseillerais comme stand? Alors, j'aime pas du tout le terme tir tactique. Parce que tactique, à partir du moment où c'est tactique, je te dis, j'ai du mal avec le tactical, à part dans un aspect très particulier, le operational, tu vois, enfin, tous ces trucs-là en fait. Euh,
Alors, déjà, moi, si je dois conseiller à des gens en France à vouloir pratiquer un autre style de tir que l'aspect purement sportif, c'est-à-dire cible à 25 mètres, bah, il y a les NIT. Les NIT, c'est l'école nationale d'instruction de tir qui a été fondée en liaison avec la Suisse sur pas mal de plans. Euh, c'est c'est des gens qui sont ultra responsables, qui éduquent les tireurs et qui leur apprennent vraiment à faire des choses sensées. Pourquoi j'ai un problème avec le tir tactique? Parce que si on veut faire du tir en mouvement, il y a l'IPSC, enfin le TSV en France. C'est vachement bien, c'est trucs. Donc ça, c'est l'aspect. Les gens ont pu voir des vidéos de John Wick courir, enfin de Keanu Reeves courir sur un parcours. Ça, c'est ça le TSV. Tactique, dès que ça devient tactique, je veux dire, c'est professionnel. Quel est l'intérêt pour un civil de faire de la progression en équipe, de l'index, et commencer à faire des trucs de paramilitaire? Voilà, moi j'ai un problème avec ça. J'enseigne le tir et moi j'apprends aux gens à être responsables, à pas faire de conneries, apprendre à tirer. Apprendre à tirer, ça ne veut pas dire s'entraîner à descendre d'une bagnole, défourailler, avoir une barbe de hipster, faire des changements de chargeur d'urgence sous le feu. Enfin voilà, il faut rester sensé. Chacun son métier. Donc qu'un civil ait besoin d'une formation, par exemple, parce qu'il va être amené dans un certain contexte à avoir une autorisation de port. Je crois qu'ils sont max moins d'une dizaine en France à avoir cette autorisation-là. Je pense à un bijoutier qui pourrait être menacé ou un truc comme ça. Lui qui suit une formation spécifique, et encore, c'est pas du tactique, c'est apprendre à utiliser l'arme dans le cadre de la sécu perso, c'est du tir de défense. Je peux le comprendre. Responsabiliser des tireurs qui sont détenteurs d'armes pour savoir ce qu'ils n'ont surtout pas le droit de faire. Ce qu'on me disait moi, c'est qu'un bon tireur, c'est celui qui sait quand pas tirer. Parce que tirer bien, c'est pas très compliqué avec un peu de travail. Il faut du métier, mais je veux dire, tout le monde peut le faire. Savoir quand pas tirer, c'est plus important. Donc des tireurs responsables, capables de répondre juridiquement de tous leurs actes, pour moi, c'est bien plus important. Donc j'ai un peu un problème avec le terme tactique pour ça. Euh, et ça, bah, en fait, on le découvre. J'ai vu des gens venir pour ça à la base et puis découvrir l'art du tir comme quelque chose de plus complexe que le tir à 25 mètres et de pas si catégorique que le tir combat, tactique, unité spéciale, dev group. Cocoy, elle parle de gun porn. Ouais, alors effectivement, le terme que j'utilisais, parce que je l'ai eu en élève aussi, c'est le gun porn. J'ai un peu un problème avec le gun porn pour ça. Donc ça veut pas être gun porn, ça comprend aussi l'équipement, tous les machins. Je suis un peu comme tout le monde aussi, j'aime bien équiper mon armement pour le rendre confortable, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut pas trop s'égarer. Donc il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Et quelqu'un qui veut commencer à faire du mouvement, machin, il y a des compètes de tir, ça s'appelle le TSV. C'est vachement bien. C'est prenant, ça prend du temps, il faut s'entraîner beaucoup, gaspiller beaucoup de munitions pour arriver à du niveau. Et il y a un juste milieu entre les deux qui est pour moi l'élite, qui est pas mal du tout. Et donc si je dois conseiller à des gens qui veulent sortir, qui sont tireurs sportifs, mais qui veulent apprendre à tirer dans un autre contexte, euh, on va les responsabiliser, on va leur apprendre d'autres choses, travailler d'autres choses que simplement le tir posé sur une table. L'ENIT, pour moi, c'est un très bon complément. Ça responsabilise les mecs, ça leur apprend à comprendre ce qu'ils font avec une arme, et ça leur apprend une chose qui est importante, c'est la culture de l'arme chargée. Et ceux qui tirent me comprendront. Allez voir d'ailleurs la chaîne YouTube, je le précise, Taprak Gajoubert. Voilà, c'est un responsable de l'ENIT et voilà, vous verrez tout de suite l'état d'esprit. C'est carré, c'est détente, mais pas trop non plus, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, allez voir, Taprak Gajoubert sur YouTube, il y a des super tutos, c'est vachement bien. Bon, quelqu'un vient de citer Philippe Perotti, t'en as déjà fait l'éloge tout à l'heure, Voilà, hein. Pépé, on est tous passés plus ou moins entre ses mains à un moment ou à un autre. Voilà, c'est un grand maître d'armes, et dans tous les domaines des armes, effectivement. Après, on va arriver sur la fin des questions. Quelqu'un te demandait si tu avais des conseils pour intégrer de l'interne style Ritsu, des références pour se documenter. Alors, il y a un livre introuvable, donc c'est pareil, je le cite. Euh, Déjà, il y a les ouvrages, mais pareil, il faut lire l'anglais, les ouvrages de Taiki, du fondateur, Kenichi Sawai. Maître Kallenbach a écrit des bouquins aussi dessus. Je pense que ça a été traduit, sinon c'est en néerlandais, et là, je ne peux pas vous aider. Euh, il y a des bouquins pas mal sur la posture. Alors, dans ces cas-là, il faut se diriger plutôt sur la partie. Parce que le Taikiken, en fait,
euh, mine de rien, c'est quand même une grande partie de pratiquants de Kyoku. On va dire que c'est l'aspect relâchement des mecs qui se foutent sur la gueule toute l'année, tu vois. Et il y a un autre aspect, le Taikiken, c'est quand même la version euh, japonaise du Yichuan ou Dashenchuan. Donc il faut aussi regarder du côté de ces bouquins. Et là, il y a quand même pas mal de bouquins. Donc il faut regarder. Tu as un bouquin qui s'appelle Zanzhuang, l'art de nourrir la vie. Enfin, il y a plusieurs bouquins. Le Zanzhuang d'explication scientifique. Voilà, il faut regarder. Toujours prendre avec réserve. Euh, Moi, je le vois comme un exercice de sophro, beaucoup, ou effectivement peut-être de méditation. Ritsuzen, ça veut dire méditation debout. N'y voyez pas non plus tout un truc voilà, trop énergétique. D'une part, parce que de trop le vouloir, en général, ça nous fait rentrer dans un truc, puis on finit par s'induire des choses qui n'existent pas. C'est ce que j'aime aussi dans le taiki, c'est que c'est assez pragmatique. Euh, c'est de bons exercices, un peu comme la muscu cérébrale, on va dire, cognitive et comportementale des arts martiaux. Voilà. Roland précisait que le bouquin de Sawai était sur Internet. Voilà. Quelqu'un te demandait ce que tu pensais, et ça fait 2 fois qu'il insiste, de l'instructeur zéro. Alors, ben écoute, je peux pas remettre en question ses facultés incroyables de tir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tire très très vite. Bon, pour ceux qui connaissent pas, vous regarderez, il fait des chronos incroyables. Après, moi j'enseigne aussi. Je vais être très honnête, c'est vachement bien. Je pense que c'est un genre de décaillou un peu. C'est-à-dire que il fait des trucs que les autres ne font pas. Il les cumule, il va très vite. Est-ce qu'il y a une vraie transmissibilité de ses connaissances? C'est difficile à dire. Je peux pas en juger. Je reviens, enfin, voilà. Il faudrait demander à des gens qui l'ont eu en stage. Il est venu en France l'année dernière. L'année d'avant aussi, je crois, ou l'année d'avant. Enfin, il est venu 2 fois en France. Voilà. Je pense qu'il y a j'aime bien ce qu'il fait, mais je n'en vois pas spécialement l'aspect tactique. Alors peut-être qu'en privé, il montre d'autres choses. Ce que je vois sur les vidéos, c'est un mec qui parfois même sans avoir encore aligné ses organes de visée, déclenche un coup de feu et il touche. Super. Et j'aimerais bien être capable de faire ça. C'est exceptionnel, mais voilà, d'un point de vue tactique, je suis pas sûr que ça se transfère. Je pense que c'est lui qui arrive à faire des choses assez exceptionnelles. On n'est pas derrière lui quand il fait toutes ses vidéos, donc ça se trouve, il recommence 1000 fois, j'en sais rien. Je me permettrai pas de le juger là-dessus. Voilà. Moi, j'ai eu de bons retours sur lui. J'en ai eu d'autres moins bons, de gens qui avaient participé à ce stage-là. C'est très difficile à dire. Voilà. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas ce qu'il fait, est effectivement assez incroyable. Mais moi, Après, si c'est comme des cailloux, tu peux t'entraîner 20 ans avec lui, c'est pas pour ça que ce sera aussi rapide. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que les gens ont du mal à. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction. Mais bon. C'est ça. Et il a été vachement porté aussi parce que c'est un des premiers gun YouTubers. Donc on l'a vu sur beaucoup de trucs. En plus, il était avec le label Funker Tactical à l'époque. Donc bah, il y avait notre ami Fred, il y avait Doug Marcaida aussi sur le truc. Donc c'était vraiment assez novateur. On n'avait pas trop vu ça. C'était bien mis en scène. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait quand même des trucs qui étaient pas mal avant pour ceux qui sont un peu puristes. Mais les premières vidéos de Madpool Dynamique qui étaient faites putain, je me souviens plus de la boîte de prod. Voilà, il y avait déjà à l'époque d'autres trucs. Je suis sûr que si on commence à chercher là-dedans des mecs moins connus qui tirent très très vite, vous regardez aux États-Unis, c'est un peu le pays du tir. Des championnats de cow-boy, là, il y a des mecs qui font des trucs mais juste hallucinants. Voilà. Alors on n'est pas sur du tir tactique, ils n'ont pas une grosse barbe et des grosses lunettes façon Navy Seal, mais je pense qu'ils envoient du steak quand même. Quelqu'un te demandait ce que tu pensais des. Attends. Alors, les rubber bands, bon, on est tous convertis par les rubber bands. Les rubber bands, oui. Le système d'instruction de tir de l'armée française. Ah bah, alors, je vais être très honnête avec toi. Déjà, c'est Pépé qui l'a inventé, donc je peux te dire enfin, qu'il a inventé, en tout cas qu'il a formalisé. Enfin, c'est NDS en fait avec Pépé. Et écoute, c'est très bien. C'est adapté à ce qu'on attend du fantassin. Voilà. Il faut voir après que dans les unités spécialisées, on pratiquait d'autres choses qui venaient un petit peu après, et du coup, on allait se former en Suisse beaucoup, parce que le savoir-faire suisse là-dessus est assez développé. Mais pour la grande armée, c'est-à-dire l'ensemble, c'est un énorme pas en avant.
enfin, les gens font pas forcément, voient pas la différence entre l'avant ISTC et l'ISTC aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait tous les modules ISTC, bon, il y en a plusieurs, hein, c'est un fantassin qui sait gérer son arme et se démerder à peu près dans toutes les situations. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Ça a été fait, enfin, ça a été gracieusement créé pour l'armée française et Pépé a vraiment fait un travail assez exceptionnel là-dessus. Pas que lui, hein, bien sûr, mais Les, ces personnes-là vont passer au rang de légende, de toute façon. oui, non, mais là, on a affaire à des gens qui sont comment dire? Moi, j'ai du mal à les décrire, mais je les remercierai jamais assez. Moi, quand j'ai découvert cet aspect-là, euh, je tirais pas mal parce que je venais d'une unité spécialisée dans ma spécialité. Euh, donc, le tir était important puisque je m'occupais de la partie combat rapproché. Et quand j'ai été en Suisse, mais j'ai halluciné en fait. Une méthodologie, l'ergonomie du travail était juste incroyable. Et ces deux personnes, alors une des premières personnes qui a révolutionné vraiment mon parcours sur le tir, c'était mon premier maître d'armes à l'unité. Pour ceux qui connaissent, qui me regardent, les copains, Fox, il m'a vraiment transformé. En fait, il m'a ouvert des portes que j'envisageais pas en fait dans ma tête. Et puis ensuite, bah, quand j'ai rencontré Alain et Pépé en Suisse, voilà, j'ai découvert des gens qui avaient un niveau, des connaissances intellectuelles, humaines aussi, très intéressantes. Puis voilà, ça colle direct, quoi. Et on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre comment, voilà, tout le cheminement, on a envie de se cultiver sur le sujet. Voilà, ils savent déclencher la passion. Et ce qui est fou, c'est que la pédagogie de travail que j'ai apprise là-bas, elle est transférable absolument sur tout. On en parlait, la Pierre-Yves, qui a acheté les bouquins dont je parlais tout à l'heure, notamment, et en regardant toute la pédagogie du truc, lui est préparateur physique, me disait putain, c'est fou à quel point ça se transfère à tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je suis fan de pédagogie. J'ai eu la chance de faire de la psychopéda quand je faisais mon aide de sport. Et je trouve ça vraiment génial. C'est intéressant. Ouais. Et ces gens-là, c'est vraiment des gens qu'on fait monter le niveau en tir et en même temps en le simplifiant, en le rendant très accessible. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça qui est fou. C'est qu'un vrai professeur, c'est quelqu'un qui rend quelque chose d'assez mystique, assez compliqué, accessible à monsieur tout le monde. Et ils sont capables de prendre n'importe qui et d'arriver à lui donner un niveau. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment une passion de l'enseignement pour ça. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on est en ligne. Ouais, on va Est-ce avancer que un peu. il y avait quelque chose que tu voulais souligner pour conclure? Bah écoute, non, c'était un plaisir. C'est mon premier live enfin, sur Insta comme ça. J'en avais fait un avec Greg Bouchelaghem à l'époque pour KB, mais voilà. Donc à refaire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, on en refera avec plaisir comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel média on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, bah, sur Insta, vous pouvez suivre ma page, Mika Ilouz, et puis bah, j'ai le doublon en fait, c'est-à-dire ce qu'il y a sur ma page Facebook en général et sur ma page Insta aussi. Voilà. Et bientôt sur TikTok, parce qu'il faut y aller, hein, Ouais, il faut que je m'en occupe de ça aussi. C'est vrai. à fond. Bon, bah écoute, je te remercie pour tout, Mika. Un Euh, plaisir, Brice, comme euh, toujours. je suis content que tu aies repris la viande. Je suis dégoûté que tu aies arrêté l'alcool. Ah oui, c'est vrai. Bah, pas pendant le confinement. Pierre-Yves aussi a arrêté l'alcool. C'est comme ça qu'il a pu acheter ses bouquins, là. Je suis Pierre-Yves dégoûté. arrête l'alcool, c'est que c'est vraiment la fin du monde. Ouais. Bah, sinon, Bisous à tous les amis. Ok, allez, à c'était cool de plus vous tout le retrouver. monde. Merci de nous À avoir bientôt. suivis. Salut. Bisous. Ciao.